À 22, 23 ans, quand t'as 300 000 $ de dette, ça fait quoi de dormir la nuit, genre? Quand tu dormais la nuit, J'aurais pas été comment tu te capable de sentais? dormir. Il existe à ce jour qui s'appelle Let Me Talk. Let me talk. Ça, c'est là que C'est la glow up. le parcours au complet a commencé. Hey, by the way, guys, vous devez comme des centaines de milliers de dollars en dette. Puis j'étais comme, cool. Vendre des formations en ligne, c'est vraiment plus tough que de vendre un service traditionnel parce que tu vends du intangible. Tu te vends un résultat qui peut potentiellement un jour arriver. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on est accompagné de mon co-animateur Sambou, a.k.a. The Keynesian Mansa. Yes. Et aujourd'hui, guys, finalement, Rix est derrière la caméra. Il était un petit peu malade ces derniers temps, mais là, il est back. Yes, sir. On est de retour, yes, showtime. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un invité très spécial, un très grand entrepreneur, très surpris d'ailleurs de son âge. Quand je l'ai appris, j'étais sous le choc. Mais on a Charles avec nous. Charles, comment vas-tu? Écoute, man, ça va super bien. Merci de me Yo, recevoir. Merci à toi, merci à toi. Merci à toi. Et comme on commence tout le temps, dans le fond, nous, on veut... Généralement, je te présente. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu te présentes de A à Z un petit peu avant de parler d'entrepreneuriat. Vraiment, c'est qui Charles Lackman? D'où il vient? On va parler même de ton parcours scolaire. Puis étape par étape, on va parler de tes business. Cool, parfait. Ben écoute, on peut commencer par le début. Tu sais, moi, je viens d'une famille de middle class family. Où mes deux parents sont musiciens à la base. OK. Parce que ma mère, dans le fond, c'est une pianiste professionnelle. Ah ouais? Puis mon père, c'est un prof de chant. Je suis d'ailleurs aussi, je fais de la musique, je chante, je joue du piano, violon, tout ça depuis l'âge de comme 3 ans. Fait que tu sais, toute mon enfance, en gros, j'ai fait un parcours d'école, typical stuff, secondaire, primaire, secondaire. Mais j'ai fait aussi de la musique tout le long pendant mon école. Puis par la suite, en gros, je suis allé au cégep, mais dès un jeune âge, j'avais une obsession avec le fait que je voulais être riche plus tard. Tu sais, comme t'en as qui veulent aller sur la lune, t'en as qui veulent to be the best basketball player out there. Ben moi, je voulais faire de l'argent. Je voulais faire du cash. Ça doit venir par un manquement quelconque. Ou tu sais, t'en as plein qui ont des PTSD ou des childhood trauma. Moi, mon childhood trauma, c'était je voulais faire du cash. Je le comprends très bien. T'étais-tu à Montréal? Non, même pas. T'as grandi où? Sur la rive nord. OK. Sur la rive nord, j'ai grandi à Deux-Montagnes, mais j'allais à l'école à Sainte-Thérèse. OK. Proche de Fontainebleau, puis dans ce coin-là, si vous connaissez ou pas. Là, mais... Ouais, on connaît très bien. Puis en gros, ce qui est arrivé, c'est que au début, je voulais être médecin quand j'étais plus jeune. And then turns out, je déteste régurgiter de l'information sur une feuille. Puis j'ai jamais été vraiment assidu à l'école. J'étais meilleur à tricher sur les examens que d'étudier pour les faire, mettons, pour te donner une idée. Je reconnais. Les techniques. Ouais. Ça a pris le bord assez vite. And then, j'ai écouté la série Suits. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Ça avait l'air vraiment nice. Je voulais être comme Harvey Specter. Fait que j'étais comme cool. On va aller en droit. Toujours au cégep, ça? Là, je venais de rentrer au cégep. Fait que j'étais OK, on va aller en droit. Puis, turns out, j'aime pas plus ça. Ça m'intéressait vraiment pas. Je trouvais ça plate. Fait que là, j'avais découvert le cours de gestion de commerce. Fait que là, j'étais comme crime. Ça va être le path to success. Ça va m'amener à un prochain niveau dans ma vie puis dans ma carrière. Jusqu'ici, là, si on arrête le podcast, notre histoire se ressemble là, à date. Ah, pour vrai? Ouais. Puis comment t'as trouvé ça, toi? Gestion de commerce, moi, je suis allé peut-être pour les mêmes raisons que toi. Je me suis dit, ils vont m'apprendre à gérer des entreprises. Puis au final, j'ai fait 2 sessions. J'ai vraiment pas aimé les cours, c'était pas pour moi. Puis je commençais déjà un petit peu en business, fait que je me suis dit, j'ai pas tant besoin de Moi, je pensais que c'était obligatoire que tu aies en gestion de commerce. Pareil, moi avec, j'étais comme... genre un certain revenu assez considérable en business, là, surtout en entrepreneuriat. Exact. Mais ça, j'allais te poser comme question, c'était-tu utile finalement ou non? Ce qui est arrivé, c'est que je suis rentré au début, j'avais fait mon début de cégep, je l'ai fait en genre sciences humaines admin parce que je voulais aller ensuite en droit. Puis finalement, j'ai switch à la gestion de commerce. Mais en même temps que j'ai fait gestion de commerce, je me suis parti ma business. Je devais avoir fin 17 ans, début 18 ans. C'était ta première business que tu t'es parti? Ouais, exact. C'était quoi la business? C'était une agence de marketing. Comme, tu sais, moi, tu as beaucoup de monde qui, sûrement vous connaissez Iman Gadzhi, mettons. Tout le monde s'était abonné à lui. C'est genre du SMMA, genre? Exact. Tout le monde se partait un SMMA grâce à lui, mais moi, c'était à cause de Ty Lopez. Fait que moi, j'avais vu les cours de Ty Lopez, je ne l'ai pas acheté, je l'ai craqué. Puis après ça, j'avais suivi son cours.
Je devais avoir début 18 ans quand j'ai fait ça. OK. Puis, en gros, ça avait juste cliqué, ça m'avait vraiment intéressé. Puis j'étais tombé sur une de ces pubs Facebook ou YouTube. Je pense que c'était YouTube, là, le Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. En plus, on est parti le voir dernièrement. Là. Ouais, je sais, mais il était à Montréal avec Raymond, puis Fabrice, puis toute cette gang-là. Il parlait beaucoup de cet aspect-là, de cette publicité-là en partie. Je pense que c'est la vidéo qui l'a fait connaître. C'est ça qui expliquait. C'est ça qui expliquait. Ben oui, je pense qu'il y a 80 millions de vues, là. De quoi de cave, là? Ouais, il était rentré dans un délire philosophique qui était comme... C'est là que j'ai compris que j'ai changé de dimension, genre dans un autre univers. Tout, c'était fou comment il l'expliquait, mais... Lui, il a un mindset assez fucké. Je pense que maintenant, il vit comme sur un ranch. Il est comme un peu exclu, mais il y a une couple de propriétés un peu partout. Là. Le gars, il a réussi. C'est sûr qu'il a réussi, ça c'est sûr. À coup de 1000$ là, US, à un moment donné, ça a fini par marcher. Ouais, c'est ça. mais toi, fait que c'est de lui que tu t'es inspiré un peu, genre. Ouais, exact. Pour rentrer plus dans les détails, moi, vu que mes deux parents ils ont eu un parcours très traditionnel. Ma mère a fait toutes ses études, maîtrise jusqu'à ses prix on appelle ça des prix de conservatoire en musique, ou c'est l'équivalent un peu d'un doctorat, basically. Là. Ça paye-tu, ça, quand même, la musique? On va y arriver. On va y arriver. Oui, puis non, ça dépend. Je vais t'expliquer après. Mais en gros, dans le fond, comment est-ce que j'avais découvert que tu pouvais faire de l'argent autre qu'un parcours traditionnel? C'est whack, là. Je m'étais fait approcher par un gars d'MLM. J'étais sur un banc de cégep, puis le gars, il a dit hey, écoute, tu attends-tu de faire de l'argent? Puis là, j'étais jeune, naïf de 17-18 ans. Je suis comme, parle-moi, Big. Fait que là, il commence à m'expliquer que tu sais comment que ça marche, les comp plans, puis tout ça. Puis là, direct, j'appelle ma mère, puis je suis comme, hey, mère, je vais être riche, là. Il y a un gars qui est arrivé en BM blanche, là. Il y a une business opportunity pour moi. Puis là, je capotais. Une heure après ça, ma mère m'a dit hey, t'es épais, c'est un scam. C'est une pyramide. J'étais comme, bon, OK. C'est une pyramide. Exact, c'est du pyramidal, t'es épais. Je suis comme, OK. Mais c'est là qu'après ça, je suis tombé sur ces pubs de Ty Lopez. Puis j'ai fait, ça, c'est pas cave. Il y a de la demande pour ça. Des business traditionnels qui veulent blow up sur les réseaux sociaux. Fait que, là, ça va faire 8 ans. Surtout dans le temps que tu as commencé, là, c'était... Personne faisait ça au Québec dans le temps. Le Québec, c'est tout le temps un peu comme 4-5 ans en arrière que du reste des States et tout ça. Fait qu'à 18 ans, je me suis enregistré ma première business. Je comprenais même pas comment, le registre des entreprises, c'était ultra compliqué. Je comprenais rien. Fait que j'ai parti ça en même temps que de faire gestion de commerce. Puis j'avais une job en vente en même temps. Puis dès que j'ai signé mon premier client dans mon agence, j'ai crissé l'école là, j'ai foutu ma job là, je faisais pas de scène. Puis ça a été pas mal ça, comment que je me suis lancé dans le domaine des affaires. Les 2 premières années avec mon agence, j'ai pas fait une tôle, en toute honnêteté. J'ai pas fait d'argent pantoute. Je closais des deals, j'étais vraiment bon à vendre, mais j'étais pas... Je comprenais pas comment fulfill le service. Fait que je faisais juste closer, refund. Mais ça m'a appris beaucoup d'affaires, là, comment bâtir des relations d'affaires, puis aussi, ultimement, comment bâtir une petite équipe de freelancers. C'est après ces 2 ans-là de rouler cette agence-là que j'ai fondé la business qui existe à ce jour, qui s'appelle Let Me Talk. Ça, c'est là que le parcours au complet a commencé, dans le fond, parce que là, on est une team de... On est quasiment, je pense qu'on est bientôt 50. OK, quand même. On travaille avec au-dessus de 300 clients au courant des 6 dernières années. 2 ans après que tu aies lancé la première business, comme tu avais environ genre 20 ans. Ouais, je venais d'avoir 20 ans, genre. Puis là, c'est depuis... Là, tu as 26 ans. Je viens d'avoir 26 hier. Là, c'est ça, j'ai vu ça. Bonne fête déjà. Bonne fête! Bless up! Merci. On l'accueille la journée de sa fête. Ben oui, c'est excellent. C'est winner, ça, man. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça fait 6 ans que tu l'opères. Ouais, exactement. Pas mal. Ouais. Okay. Puis ça correspond encore. Parce que moi, de ce que j'avais compris, je débattais justement avec Sambou là-dessus. Là. Il m'expliquait, dans le fond, il a comme ramené l'agence marketing à un autre niveau. Moi, j'étais comme, OK, mais une agence marketing, genre, il fait du contenu, il filme tout ça, de la création de contenu. Il était comme, non, c'est un autre niveau, c'est genre un truc de business. Mais j'ai essayé de comprendre, mais j'arrivais pas trop à comprendre. Fait que j'aimerais ça que toi, tu me l'expliques, genre. 100%. Plus en détail. C'est quoi Let Me Talk? 100%. Ben, tu sais, à la base, quand j'ai fondé ça, on était 2 partenaires. Il y en a un qui n'est plus là aujourd'hui. Puis au début, on voulait être une tech. Fait que ça n'avait même pas rapport avec du marketing pantoute. On voulait faire du conversational AI pour des Fortune 500, des airlines, des GA, toutes, pour automatiser leur service à la clientèle avant que le trend du AI puis les chat GPT soient même sortis. Là. Ah ouais? OK, vous voyez la déjà informé. Ouais, ça c'est fou, là. Je capotais là-dessus parce que
vers la fin de comme les 2 premières années de mon agence de marketing, je commençais à être connu à Montréal puis au Québec comme le gars qui faisait des chatbots. Fait que je roulais des ads avec des chatbots sur Messenger. Peut-être vous connaissez le software, le ManyChat. Ben, tu sais, ça permettait de basically faire un peu de AI sans avoir de AI dedans, juste pour automatiser tout ça. Puis je capotais là-dessus, puis c'était vraiment bon pour faire du lead gen puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, OK, on va amener ça une coche plus loin. Je connaissais 2 compagnies à Montréal que les 2, dans le fond, ils étaient allés lever des Series A puis du gros funding, des dizaines de millions pour bâtir leur tech AI. Puis en plus de ça, je pense récemment, il y a une couple d'années, les 2 compagnies qui avaient levé des fonds quand je commençais, ben eux, ils ont vendu. Un, ils ont vendu à Hootsuite pour comme 50 millions, je pense, puis l'autre, il a vendu à une autre compagnie aux States pour sûrement 50-100 millions aussi. Fait que c'est ultra payant. Fait que moi, j'étais comme cool. Je vais bâtir une tech, puis je vais exit dans 10 ans, mettons, après avoir levé des fonds. Turns out, je suis fucking poche en tech, puis je suis vraiment poche à lever des fonds. Je suis pas bon là-dedans. C'est un autre type de game que de closer des retainers à 1000$ par mois, mettons. C'est ça, c'est pas le même game. Effectivement. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, on va financer la tech avec des services marketing. Fait que là, on closait des clients, mais j'engageais des développeurs pour bâtir cette tech-là pendant comme les 2 premières années, ou la première année et demie, give or take. Puis, en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on a vu que on faisait de l'argent avec les services marketing plus que ce qu'on essayait de bâtir avec la tech. On était rendu, je pense, 40-50 000$ dans le trou. Mon premier partner, il avait fronté, je pense, 40 000$ à la business juste pour qu'on puisse survivre. Là, il avait vidé toutes ses économies. Puis ça marchait juste pas. Puis décembre, dans le fond, 2019, 6 mois après qu'on aille fondé l'entreprise, c'était comme... On était sur le bord de la faillite. Là. C'était vraiment la merde. Puis c'est là qu'on a décidé, basically, de juste complètement arrêter de financer le projet tech puis juste double down sur le marketing. Puis 1 an après, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que on a continué à grossir l'équipe, beaucoup d'employés puis tout ça. Puis la COVID est arrivée durant ce moment-là, en 2020, je pense, 2021, give or take, durant ces années-là. Fait qu'on a eu les subventions du gouvernement, fait que ça nous a permis d'aller chercher beaucoup plus de staff, mais on ne faisait pas plus d'argent. Mais pourquoi dans ce temps-là, vous avez déjà besoin de staff? Parce qu'on avait beaucoup de clients. On ne comprenait pas tant la game que ça. Fait qu'on ne chargeait pas tant cher que ça. Fait qu'on n'était vraiment pas tant profitable à la fin de la journée. Puis comment ça marche, les subventions, genre, avec le gouvernement? C'était durant la COVID, quand tu avais, mettons, des mois qui étaient déficitaires à cause de la COVID, ben, tu étais capable de faire subventionner une partie du payroll de ton staff. Fait que c'était quand même pratique quand tu étais en croissance. Parce que sinon, juste fronter tout cet argent-là out of pocket, ben, là, c'est différent. ça devenait rough. Fait que, c'est sûr. Tout ça pour dire, après ça, ce qui est arrivé, c'est que ça ne marchait plus avec le premier partner. Puis, nous autres, vu qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer nos employés, ben, on avait demandé à notre premier employé, Day One, son nom c'est Olivier, c'est lui mon partner actuel dans la business. On lui avait dit, ben, écoute, on n'a pas d'argent pour te payer. Fait que ça te tente-tu de devenir co-owner d'une business qui ne fait pas une crise de scène? Puis lui, il était comme, ben, j'ai-tu le choix? On était comme, ben, pas vraiment. Fait que là, on l'a comme forcé à devenir actionnaire. Il y avait la vision, par contre, j'imagine. Ouais, ben, c'est ça qui est fucké, c'est qu'il y avait moins l'esprit entrepreneur que moi, mais c'était plus juste comme... lui, il a toujours eu l'arrière-pensée de « what if it actually works » puis après ça, je suis pas dedans, puis... I end up regretting it for the rest of my life. Exact. Ouais. Puis c'était quoi son rôle, lui, avant d'être partner à vous? C'était le directeur de la tech, dans le fond. C'était le CTO, basically. C'est encore ça son poste, vu qu'on fait beaucoup de tech à l'intérieur de notre business quand même. On fait juste plus du AI, tu sais. Fait que, en gros, lui est devenu actionnaire. Puis 6 à 12 mois après, ben, ça marchait juste vraiment plus avec notre premier partner. Fait qu'on lui a fait une offre pour le racheter. Puis là, lui, il voyait que le bateau s'écroulait, ça marchait juste vraiment pas. Ça faisait peut-être 2 ans et demi que la business, elle opérait à ce moment-là. Puis on avait des grosses dettes de prêts, puis aussi des payroll taxes, parce que pendant plusieurs années, lui, il ne payait pas les DAS du staff pour être capable de se repayer. Ça s'est accumulé. Fait que ça s'est accumulé, pénalité plus intérêt. Fait que lui, il était comme, bon, OK, cool, ben vous pouvez me racheter. Lui, il voulait s'enfuir du bateau qui coulait avec 250-300 000 de dettes. Fait que lui, il était comme, I'm gonna get out. Puis il m'a dit, ben écoute, tu peux me racheter pour X montant,
mais il faut que tu me payes tout le montant d'ici vendredi. Tu sais, normalement, quand tu fais un buyout, c'est structuré, c'est sur plusieurs années. Lui, c'était comme tu me payes tout là, sinon je pars pas. Ouais. Puis il savait que cette semaine-là, en plus, on avait le payroll du staff. Fait que là, je m'assois avec tout le staff un mardi. Je pense que c'était un mardi. J'arrive, je dis, guys, il me reste X montant dans le compte. Je pense qu'il me restait comme 17 000 dans le compte. Je suis comme, il me reste 17 000 $. J'ai même pas assez d'argent pour le racheter. Il va falloir que j'aille trouver du cash pour le racheter. Mais c'est soit je le rachète ou soit je vous paye. On fait quoi? Puis on était comme peut-être une team de 9 ou 10 à l'époque. Puis là, toute la team au complet a fait go, fonce, rachète-le, tu nous repayeras à un moment donné, we'll figure it out. Shout out, hein? Ouais, shout out à pour vrai, mais ça, cette crew-là, c'est mes day ones. 50% de tout ce monde-là sont encore chez nous, 4 years in, 5 years in encore, là, depuis qu'ils avaient été embauchés. Puis, ton partenaire dans le temps, est-ce que c'était ton ami avant d'être ton partenaire ou tu l'avais juste... Ah, lui, c'est fucké, man. On s'est rencontrés dans un cours de philo au cégep. Okay. Puis on s'est perdu de vue pendant une couple d'années. Puis je m'en allais à Montréal dans le métro, puis lui, il s'en allait à son cours. Puis il était en retard, il avait manqué le train. Fait que c'est ce journée-là spécifique, il avait manqué le train, fait qu'il fallait qu'il prenne le métro. Puis ça a juste adonné qu'il était dans le même wagon que moi. Puis j'ai fait « Yo, Big, what the fuck, t'es rendu où dans la vie? » Puis il était comme « j'étudiais en logiciel. » Puis j'étais comme « on cherche un développeur, viens-t'en. » Ah ouais? Fait que ça a juste été une pure... random question de circonstances qu'on s'est revus puis on s'est recroisés. Fait que c'est de même qu'on se connaissait avant. Là. Vite fait, ouais. On était chum de cours, mettons. OK, je comprends. Dans des ouais, quand même. Ah, c'est fucké raide, là. Cours de philo en plus. Ouais. Fait que ça pour dire, bref, avec notre partner, dans le fond, on a réussi à le racheter dans la même semaine. Ce qui est arrivé, c'est que tout le staff a dit, ben paye-nous pas. Là, obviously, si tu me dis paye-moi pas, c'est sûr que je vais te payer parce que t'es loyal à ce point-là, je dois te garder. Fait que là, j'ai réussi à aller chercher assez de recevables puis de signer assez de nouveaux deals pour payer le staff, le racheter. Mais comment t'as fait justement? T'es allé chercher des prêts à gauche-droite ou? Non, même pas, man. J'avais beaucoup de comptes recevables avec des clients. Fait que je me suis juste mis à appeler tous les clients. J'ai dit, salut, j'ai besoin de capital là. Je te donne 10 % de rabais sur genre ton contrat de 6 mois. Si tu me payes tout upfront, puis ça a donné que 2-3 clients m'ont payé 6 mois d'avance, puis je suis allé closer 2-3 deals de plus. Je suis surpris de ça, parce que je me dis, est-ce que ça fait pas comme, entre guillemets, mal paraître un peu à l'œil du client, genre? Tu penses pas? Ouais, t'as l'air d'un gros pauvre, là. Ouais, c'est ça. Non, mais quand tu y penses, tu sais, ils se disent, ouais, je vais fronter 6 mois pour la business que je suis client en plus, c'est pas comme si j'étais parti. Je le paye pour faire de l'argent, puis au final, je lui donne parce que c'est vrai que c'est. J'étais vraiment like dire circumstances. Il a fallu que je ramène mon ego. Exact, au plus bas. Il faut être un bon closer aussi. Là, il y en a un qui est encore client ce jour. Lui, ce client-là, c'était un chum aussi. Fait que, moi, j'ai juste dit salut, j'ai besoin de capital, je rachète mon partner. J'ai besoin de plus d'argent possible. Est-ce qu'il a de me payer genre les 6 prochains mois de service? Puis lui, il a juste fait j'ai-tu un petit rabais? Puis j'étais comme ah ouais, donc. On a réussi à se démerder sans nécessairement perdre la face non plus. Là. Puis après ça, on a engagé une firme comptable qui, eux, ils ont tout checké nos livres après qu'on l'ait acheté. Puis c'est là qu'ils nous ont dit hey, by the way, guys, vous devez comme des centaines de milliers de dollars en dette. Puis là, j'étais comme cool, thanks. Puis, comment est-ce que Let Me Talk est devenu ce que Let Me Talk est aujourd'hui? On a racheté le partner 3 years ago. C'est là qu'on a appris qu'on avait des centaines de milliers de dollars de dette. Puis on a juste regardé notre business model. On a checké, cool, c'est qui nos meilleurs clients? C'est qui nous paye le plus? C'est qui nous rend le plus profitable, dans le fond? Puis c'est lesquels clients qui ont les meilleurs résultats? Puis c'est là qu'on a réalisé, c'est toutes des compagnies de formation en ligne. Ouais. Puis à la base, je tripais pas tant sur cette industrie-là en tant que telle. Je voulais pas devenir le gars qui vend des formations. Ouais. Au Québec, des fois, c'est mal vu un peu. Là. Vraiment, c'est ça. C'est dommage parce qu'en plus, je veux dire, je vois tellement de monde qui ont des bons résultats avec des formations. Fait que je trouve ça poche, mais effectivement, c'est mal vu. Ouais. C'est mal vu. Fait que là, j'étais comme fuck, je vais devenir ce gars-là. Ouais. Mais you gotta do what you gotta do. Fait qu'on a double down là-dessus. Puis au début, on faisait juste de la pub. Mais après ça, on roulait des bonnes pubs, mais après ça, leur système était bof. Fait que là, on a mis en place un autre service qui était d'implémenter des CRM, des automations, puis tout ça pour qu'ils soient capables de booker des rendez-vous automatiquement. And then afterwards, 1 year later, give or take, on a commencé à avoir un bon portfolio de clients, mais le problème restait que tous ces business-là étaient capés parce que on leur générait beaucoup de leads, mais à un moment donné, ils n'étaient plus capables de fournir. Fait que c'est là qu'on a mis en place un service d'agence de vente où nos propres vendeurs à l'interne, qu'on recrute, qu'on forme, ils vont setter puis ils vont closer les deals
de ces business-là. OK, nice. C'est là qu'après ça, on a développé le track record d'amener des business de 0 à 2, 3, 4 millions le plus rapidement possible. Puis, tu sais, 2024, c'est vraiment là que la business a blow up. On est passé de comme 15, 20 personnes à justement 40, 50. Fait que là, à ce moment-là, ben, on était rendu avec un bon portfolio de compagnies qui générait environ 25 millions par année. OK. Tout grâce aux services de pub, funnels, tech, puis équipe de vente. Mais il manquait juste une affaire, dans le fond. Puis tous les business stagnaient vers 150, 200 000 par année. Okay. Puis on essaie de figure out pourquoi, dans le fond. Puis le plus gros problème, c'est que tous ces business-là manquaient de trust avec leurs prospects. Fait que, most prospects, ils vont prendre la décision d'acheter avant même d'embarquer sur un call de vente. Ouais. Right? Puis on a remarqué que les meilleurs business qui avaient tout blow up à faire du 200, 300 000 par mois dans notre portfolio, c'était tous des business qui avaient déjà un lien de confiance établi avec leur clientèle grâce au contenu. Fait qu'on s'est dit qu'il faut implémenter de la création de contenu à tous nos clients. Puis c'est là en septembre, début octobre, ben, on a fait l'acquisition d'une agence de contenu. Donc, Fred qui est assis là-bas. Oui, shout-out à Fred. Ben, en gros, on lui a fait une offre d'acquérir sa business de création de contenu puis de l'intégrer au sein de Let Me Talk. OK, nice. Maintenant, on fait ads, funnels, content puis équipe de vente. OK, nice. Y a-tu comme un genre de package que techniquement tu offres pour toutes ces différents j'imagine qu'il y a plusieurs services. Oui, exact. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté les services où si tu veux juste du lead gen, on va te le faire. Si tu veux juste du contenu, on va te le faire. Puis quand on voit que ta business, ça fait vraiment tous nos critères, tu as un bon produit, tu as des bons case studies, puis ça fait un bout que tu opères, puis que tu veux passer, mettons, de faire 50, 100 000 par mois à 200, 300, bien là, tu peux venir dans notre full service où on prend toute ton acquisition client en charge, puis on s'occupe de tout. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils s'occupent de rien du tout? Là? Vous faites vraiment tout de A à Z? Tout ce que toi, tu as à faire, mettons, là, c'est juste te pointer, tu filmes, puis nous autres, on s'occupe de closer tes deals, d'attirer toutes les leads, puis il faut juste t'assurer que tu livres un bon service. Exact. Tant que le service est bon. Exact. Mais même ça, on a tout bâti des SOP puis une infrastructure pour qu'on puisse dupliquer dans ta business pour que tu puisses prendre 500, 600 clients par année. Ah ouais? Est-ce que vous prenez aussi des clients genre que leur business part de zéro? Le 3/4 des business qu'on a scalés en 2024, c'est tous des business qui n'existaient pas l'année passée. Ah ouais? Okay, ouais, mettons, Trading Floor, un de nos gros clients, mettons, lui, on a lancé sa business la dernière semaine de février. OK. On a fait 50 000 la première semaine qu'on a lancé. Puis on a fait 230 000, je pense, le mois de mars. Fait que le first full calendar month, en 30 jours, on avait fait 230 000. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que ça a bien fonctionné, exemple, pour lui? Est-ce que c'est plus le fait qu'il y a un bon service ou le fait que vous avez vraiment mergé comme toutes vos connaissances plus son bon service à lui? C'est plusieurs variables, je te dirais. La première, c'est qu'il faut que ce soit une bonne face. Qui est lui? Ouais, dans le sens... Tu peux pas avoir un bâton dans le cul devant la caméra. Ouais, exact. En termes propres et chic, là, mais il faut vraiment que tu parles bien devant la caméra, puis il faut que tu parles comme ton audience. Tu sais, beaucoup de gens qui achètent la formation à Joe, c'est, mettons, des gars de mine, des gars de chantier. Puis Joe parle exactement comme eux. Okay, ouais, exact. Il parle pas comme oui, bonjour, je suis un banquier. Yo, what's up, les boys? Puis il fait des stake reviews dans du contenu. Genre comme, nice. Il vient vraiment relate à l'audience. Mais aussi, c'est qu'il y a une tabarouette d'histoire. Joe, à la base, c'est un institutional trader qui vient des banques. Fait que le gars, c'est quoi, combien il a fait? 72 millions en 24 heures. Ah, quand même. Fait que, on est capable d'utiliser ça en headline, dire salut, ben, ce gars-là, achète pas une formation d'un trader qui a réussi à faire 500 000, en v'là un qui en a fait des centaines de millions. OK, ouais. The backstory est vraiment important. OK. Nice. Puis jusqu'à aujourd'hui, vous avez combien de clients? 300? Ben, on a aidé 300 business là, ça va bientôt faire 6 ans. Là, en juillet, ça va faire 6 ans. Fait qu'on a aidé au-dessus de 300 business. Live dans le portfolio, on a peut-être une trentaine, quarantaine de business. OK. Puisqu'il y en a que vous n'avez vraiment pas réussi, ça n'a juste pas fonctionné. Oui, bon, je veux dire, c'est une affaire au Québec qui me gosse, c'est que tout le monde joue une game d'apparence, que tout va tout le temps exact. bien. Il faut dire les vraies affaires. Mais c'est exact, il faut parler straight. Il faut parler straight, exact. Mais dude, on en a flop une couple, là, je veux dire, des business que ça n'a juste pas levé. Ou, on les a amenés à comme 20-30 000 par mois, mais comme ça, c'est pas profitable. Ou genre, il y a plusieurs variables. Des fois, c'est le marketing, les angles n'ont pas pogné, le timing, il était pas bon. Like, timing is everything. Fait que, je te donne un exemple. Mettons, Live, c'est une autre des business qu'on gère. Mettons, eux, ils enseignent aux gens comment acquérir des business. Ah, OK, je connais. Nous autres, on a lancé cette business-là en octobre. Puis je pense que le premier mois, on a fait comme 100 000 dès qu'on a lancé. Puis le deuxième mois, on était à 200 000.
en un mois. Puis comment qu'on a fait ça? Ben, c'est parce que le timing était parfait. Les boomers s'en vont tous à la retraite, ils savent pas où vendre leur business, ils savent pas quoi faire avec ça. Puis, ben, tu as une vague de jeunes entrepreneurs qui cherchent à se partir des projets. Fait qu'au lieu de partir des projets, ben, ils peuvent en acheter. Fait que si c'était pas du fait que le marché il est prêt à être à ce niveau-là, ben, sa formation elle aurait sûrement moins élevé que d'autres choses. OK, je comprends. Oui, 100%. Oui, 100%. Puis, est-ce que tu penses que la tendance aussi a rapport un peu, genre, mis à part le timing, mais genre la tendance, parce que, exemple, là, tu fais trading floor, mais c'est comme si on dirait que ce genre de marché-là, il est comme de plus en plus saturé. Il y a comme beaucoup, beaucoup de compétiteurs. Fait, comment tu fais, toi, pour démarquer une entreprise, une business, par rapport aux autres business, genre? 100%. Ben, je pense que ça se répond en deux parties. La première, c'est que il faut que ton offre soit vraiment alléchante. Fait que si tu fais juste copier tout le temps tout le monde, it won't work. Fait que puis qu'est-ce que je veux dire par offre, c'est quel angle tu vas utiliser, comment tu positionnes ton produit sur le marché, puis comment est-ce que tu rends la valeur perçue de ton produit supérieure à celle d'un autre, mais que tu charges un prix qui fait du sens sur le marché. OK. Fait que c'est le même que tu peux différencier. Puis de deux aussi, c'est you gotta have a good product. Si tu as un produit où ce que tu fourres le monde, puis que, mettons, je sais pas moi, tu vends une promesse d'argent, puis qu'après ça, le monde, il perd du cash avec ton produit, well, tu peux peut-être t'offrir un an et demi à vendre ton produit, mais après le long ça, terme, ouais. tu t'offres pas 2 ans. Là. C'est parce que les mots négatifs, le feedback négatif se propage 10 fois plus vite. C'est vrai. C'est pour ça aussi que je fais vraiment attention à quel business vient chez nous pour ce genre de, notre package plus premium où on s'occupe de tout. Parce que si je pogne une business qui fourre le monde, ben cool, je vais t'en vendre là, des unités, m'amener ta business à faire 2-3 M par année facile. Mais l'année d'après, je vais pas être capable de te refaire un autre 2-3 millions parce que le monde t'aime pas. C'est pas bon. Vous avez vraiment des vrais prérequis pour chaque nouveau futur client, genre. Exact. T'sais, mettons une business que ça a moins bien été, c'était une business qu'on formait du monde sur comment investir puis get des Airbnb. Le problème, c'est que c'est ultra, ultra difficile maintenant au Québec de le faire. Il y en a plein que je connais qui le font, mais sans acheter, mettons, un condo, une bâtisse, puis que si mettons, tu le fais en louant. Il faut des permis, etc. Il faut que tu loues, puis après ça, c'est que tu peux pas avoir plein de bails à ton nom, c'est ultra sketch, puis après ça, il faut que le propriétaire soit d'accord. Fait que, puis aussi, ils viennent de passer plein de lois, je pense cette année ou l'année passée là-dessus. Fait que, mettons ça flop. Le timing n'était pas bon. Puis, je veux dire, c'est ultra tough à faire. Qu'est-ce qui se passe quand ça flop? Ils se plaignent, ils font quoi? Tes clients, genre? C'est une assez bonne question. T'en as qui m'envoient chier, t'en as qui m'aiment vraiment pas. Okay. À la fin de la journée, c'est surtout comment est-ce que j'établis les attentes avec la personne. Si je leur promets, ouais, Big, tu vas faire 200 000 le premier mois qu'on lance, ben lui, il s'attend à faire 200 000 le premier mois qu'on lance. Puis après ça, si on le fait pas, ben là, il est comme, petit crosseur, tu m'as menti. Mais si je leur dis, écoute, dude, je sais pas si ça va marcher, tu as 0 track record, mettons. Je pense que dans 3 mois, on peut faire 50 000 par mois, et ainsi de suite. Fait que tout dépend de la gestion des attentes. Right? Puis souvent, on va réessayer de launcher de quoi jusqu'à temps que ça marche aussi. Fait que, on va essayer différents angles, on va tweaker l'offre, on va changer c'est qui le persona qu'on vise. Parce que juste promettre des home runs, que je te bâtis une business à 2-3 millions dans la première année, c'est facile à dire, mais c'est tough à exécuter. Là. À faire, là. Parce que nous autres aussi, moi et Sambo, on compte lancer justement une académie en ligne. C'est un peu à la trading floor, un peu dans ce sens-là. Nice. Même industrie, ouais. La même industrie, en tout cas. Puis là, tu as dit un point qui était super important qui concernait justement un track record. Moi, j'ai commencé, à exemple, à effectuer un track record depuis les derniers mois sur un site qui est comme neutre, on va dire, pour légitimiser tout ce que moi je fais. Ça veut dire, un peu comme que les compagnies de suppléments, ils vont aller voir telle compagnie pour légitimiser leur valeur nutritionnelle et tout ça. Ouais. C'est le même principe un peu, mais en trading. Tu vois? Et puis c'est pas mal ça, c'est la fin de ma phrase, mais je voulais savoir, genre, tu penses que ça pourrait être scalable? Bien sûr, il y a d'autres variables, il y a d'autres détails un petit peu plus en profondeur, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Si on voudrait commencer comme ça, est-ce qu'on devrait prendre le full package ou juste commencer par des petits trucs? Moi, je te dirais, valide ton offre en organique. So, fais du contenu, peut-être boost une piece de contenu qui
un call to action à la fin. OK. Get-toi des leads qui rentrent, puis essaie de les closer, voir c'est quoi un peu le feedback que tu as sur le marché, OK. number one. Puis de deux, get some results. Fait que pas juste de toi, mais aussi d'une clientèle. De eux autres, ouais. Mettons, get-toi 10-20 clients, mettons tes 6 premiers mois, puis obtiens des témoignages. Comme ça, tu as une preuve de concept que cool, non seulement moi, je suis capable de mettre en application pour moi-même, mais aussi pour des gens. Parce que des fois, toi, tu es capable de le faire pour toi-même, mais après ça, de l'enseigner puis de le mettre en pratique pour d'autres personnes. C'est plus chaud. Exact, c'est ça. Puis il faut que tu fasses attention à qui tu vas closer aussi, parce que si tu closes juste des bins, puis qu'après ça, ils le mettent en pratique, puis ils sont juste pas capables de l'appliquer. Exact. Mais après Il faut les sélectionner un minimum. Là. Exact. Fait que... Ça fait souvent une mauvaise réputation, genre... Exact. Puis après ça, la réputation du domaine des formations en ligne fait juste continuer à tanker plus bas que jamais. Pourquoi tu penses qu'au Québec, c'est aussi autant tabou, des fois? Même l'argent, en général, c'est tabou, mais les formations en ligne, etc., c'est tabou. Pourquoi tu penses que ça l'est précisément au Québec? C'est pas juste le domaine le domaine des formations en ligne en soi, une bad rep, parce que tu as réellement des mauvaises personnes qui se prennent pour quelqu'un d'autre puis qui vont vendre quelque chose qu'ils ne devraient pas vendre, de un. Mais de deux, pourquoi est-ce que le monde souvent ne va pas réussir en formation en ligne? C'est à cause du lack of accountability. Right? Mettons, je te ship 12 vidéos que tu vas écouter. Le 3/4 du monde, ça leur tente même pas de les écouter une fois qu'ils ont acheté le produit. C'est tellement vrai. Le monde sont plus attirés à l'idée de la masturbation mentale oh wow, j'ai un nouveau projet. Mais après ça, quand c'est le temps d'exécuter puis de se partir comme vrai business, des pussy out, puis ils ont peur. Right? Mais aussi, c'est pas juste le domaine des formations en ligne, c'est juste l'entrepreneuriat en général. C'est zone grise de base. Au Québec, parler d'argent, c'est tabou. Exact. Dès que tu fais de l'argent, tu es label d'un crosseur ou tu n'as pas fait ton argent de façon legit. Ce qui est poche, right? Parce que tu compares aux States. Aux States, c'est une culture qui est fondée sur l'argent, c'est l'entrepreneuriat. Exact. Fait que, ça, c'est quelque chose que j'aimerais tellement ça, voir ça changer au Québec. Je pense que il y a plein de beaux entrepreneurs, comme des belles business qui ont été fondés au Québec, que ça roule vraiment bien. Il faudrait mettre ça plus d'avant. Puis beaucoup de monde vont talk shit sur des business owners par jalousie, quand on devrait plus mettre ça de l'avant, puis féliciter le monde versus juste dire de la merde tout le temps. Ouais, c'est ça. Si on revient un petit peu à ton histoire, toi, tu as dit que dès que tu as commencé, tu étais déjà bon en vente. Tu avais déjà des skills de vente. Je dirais, je compare, mettons, maintenant à quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'étais poche. Mais j'avais une affinité avec les gens, tu sais. Je veux dire, je suis rentré ici, puis je disais allô à tout le monde, j'aime le monde, tu sais. C'est ça, c'est facile pour toi. Ouais, j'avais une facilité à communiquer. Puis après ça, au fil des années, j'ai vraiment amélioré mes skills de vente. C'est par toi, mais est-ce que c'est vraiment en closant des deals que tu as appris de la vente ou c'est juste parce que tu t'es formé quelque part ou... C'est un mix des deux, en fait, parce que tu peux juste faire de la répétition tout le temps. Puis ça ne veut pas dire que tu vas être meilleur, parce que tu fais juste tout le temps faire la même chose. Versus si tu fais juste te former de façon théorique, mais que tu ne le mets pas en pratique, ben cool, tu as plein de connaissances que tu ne sais pas quoi faire avec. Fait que ça prend les deux. Mettons, si tu veux être bon en vente, ben il faut que tu aies un véhicule qui te permette de faire du volume, puis de le mettre en pratique, puis d'être capable de te planter, puis que ça ne te coûte pas un bras. Mais aussi, il faut que tu apprennes aussi des bonnes personnes. Tu sais, mettons, tu as du monde qui vont t'enseigner une façon de faire. Mettons, on va dire de la vente porte-à-porte, mais si tu fais de la vente en ligne versus la vente porte-à-porte, c'est deux choses hyper différentes, right? Fait que c'est d'apprendre des bonnes personnes, puis d'apprendre on a toutes différentes façons de vendre aussi. Right? T'en as qui vont se démarquer par juste le charisme, le volume ou leur connaissance du produit. Right? Fait que c'est d'adapter aussi ta façon de vendre, puis de la façon que tu apprends à tes propres forces puis tes propres faiblesses aussi. C'est vrai. Puis toi, justement, tous tes vendeurs, tes closers, c'est eux, tu les trouves de quelle façon? Pendant longtemps, on était en partenariat avec Fabrice Maillardet, avec leur académie. Eux nous ont shippé vraiment des bons joueurs qui sont encore avec nous autres à ce jour. Mais aussi, on a nos propres funnels de recrutement aussi qu'on roule en publicité pour attirer des vendeurs. OK, nice. Puis ça, c'est 100% en ligne. Oui, 100%. Ben, tu sais, on a un bureau, là. J'ai un bureau à Beaubriand où j'ai du monde qui viennent en bureau. Mais si tu es au Mexique puis tu as un fou track record, je vais pas te forcer à quitter ton paradis chaud pour venir te faire chier ici. Là. Surtout en hiver. C'est ça. Puis en moyenne, un de vos vendeurs, ils ont tous le même rôle, tous tes vendeurs? Ou exemple, il y a des vendeurs numéro 1, il y a un closer qui va closer plus des deals pour telle compagnie ou whatever. Tu as deux rôles. Tu as le setter puis tu as le closer.
OK. Le setter, normalement, c'est plus quand tu as un peu moins d'expérience au début, puis tu as besoin d'apprendre l'offre, mettons. Mais tu sais, j'ai des setters aussi qui sont full-time setters depuis longtemps, qu'ils font 10 000 par mois en étant setter. OK. Puis après ça, le closer, c'est lui qui va être sur l'appel de vente, qui va venir seal the deal, puis conclure la vente, puis prendre le paiement. Puis tu sais, ceux-là, c'est vraiment... ils sont mieux rémunérés que les setters, mais ils ont plus de responsabilités, puis c'est plus difficile de faire du closing que du Ton setter. meilleur closer, il fait combien par mois? Mon meilleur closer, en ce moment, c'est Paco, François Paradis, son nom. OK. Puis lui, je sais pas, en moyenne, il fait 20-25 000 par mois, give or take. Nice. 100% en ligne. 100% en ligne, oui. OK. Puis ça, c'était, tu sais, toute l'année 2024, il étudiait aussi en pharmacologie en même temps de faire des payes de 20 000 par mois. Là. OK. Chris, très fort. Très fort, très fort. Puis tout ça, c'est des pubs que tu mets en ligne? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de pubs de ce que vous faites, mais plus pour ton agence, pas pour les closers. Non, ben c'est ça. Ben pour les closers, je roulais beaucoup de trucs sur d'autres plateformes. Là, je lance un funnel de recrutement sur Facebook puis Instagram. Okay. Fait que sûrement que tu vas les voir. Les pubs que tu vois sur mon live, c'est spécifiquement pour l'agence de contenu. Ouais, c'est ça. C'est un service qui est plus duplicable. Tu sais, mettons, notre service Growth Partner, je vais jamais le mass market. J'ai pas besoin d'avoir 1000 business comme ça. C'est vraiment énormément de travail à gérer juste une business puis de lui faire 2-3 M par année. Versus du contenu, je peux plus le mass market. Je peux avoir 100, 200, 300, 400, 500 clients par année. Ouais. Puis c'est plus simple à fulfill. Fait que c'est pour ça que vous avez vu ces pubs-là. C'est parce que c'est ce service-là qu'on market. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi exactement ce package-là, Growth Partner? Ben, Growth Partner, en gros, c'est que ça regroupe tous les services de publicité. C'est le gros package. Exact, c'est le gros package avec les vendeurs et tout ça. Puis on opère à commission. Fait que, mettons, je te génère 2 millions, 3 millions par année, ben nous autres, on prend un pourcentage du revenu qu'on t'a généré. Fait qu'au lieu qu'un client me paye 4 000 par mois, ben il m'en paye 60, mettons. OK. Puis vous avez combien de services au total? Ads, content, tech and funnels, puis vente, I guess 4. OK, nice. C'est-tu aussi l'aspect site web, tout ça, c'est-tu inclus ou ça, c'est ça? Je fais pas de site, man. Mon partner, techniquement, ça tomberait plus dans son cadre, mais on n'est pas ça, faire des sites, c'est poche. Ouais, mais je sais pas, t'as déjà tellement d'agences web au Québec qui sont genre, nous sommes spécialisés à vous faire des sites web custom. Cool. Mais moi, ça m'intéresse moins. Ouais, OK, je comprends. Puis moi, il y a une chose que j'ai retenue, t'as dit, à un moment donné, t'avais comme 300 000 de dette. Ouais. Puis à ce moment, t'avais quel âge? 21 ans à peu près? C'était il y a 3 ans et demi. Je pense que j'avais 22, 23. OK. Putain, j'aurais pas été capable de C'est ça, exact. À 22, 23 ans, quand t'as 300 000 de dette, ça fait quoi de dormir la nuit? Genre, quand tu dors la nuit, j'aurais pas été comment tu te capable de sentais? dormir. Ben, je me suis tapé une mononucléose, fait que Ah ouais? tu dors pas tant bien, non, mais pour vrai, au début, t'es comme fuck, je suis tellement dans la merde. Mais après ça, une fois que tu acceptes ton sort, ben après ça, tu vas juste c'est juste un autre problème à résoudre. C'est pour ça que souvent des bons entrepreneurs, ils vont toujours finir par faire du cash parce qu'ils voient tous leurs problèmes, c'est juste des opportunités. Fait que moi, j'ai juste vu ça comme une opportunité de get our shit together, soyons profitables. Ouais. Puis après ça, c'était juste des maths. C'est comme cool, j'ai 300 000 $ à clearer que je dois payer sur 2 ans. Good, c'est pas tant tough que ça. Je dois payer 150 000 par année pendant 2 ans. OK, ben, faisons les maths. J'ai besoin de combien de clients avec marge de profit, puis that was it. Puis, ça nous a vraiment... C'était pas une dette qu'on pouvait juste déclarer faillite puis give up. Non, parce que c'était des dettes à Revenu Québec. Fait on était personally liable. Fait même si on déclarait faillite, il aurait fallu faire des faillites personnelles. C'était rough. Là, c'est différent, ouais. Ouais, puis on n'avait pas le droit de manquer une déclaration de TPS-TVQ, sinon il arrêtait notre entente de paiement. Fait que j'étais obligé de comme faire du cash. Fait que quand t'es comme ton back is against the wall, ben notre seul et unique focus, c'était juste cool. Let's make money. Faisons de l'argent. À un moment donné, on va avoir oublié qu'on avait, on avait ça. C'est nice. Puis tous les skills que tu as besoin pour ton entreprise, funnel, les ads, etc., c'est où que tu as appris ça? C'est vraiment peut-être prendre action, c'est sûr, mais... Je l'ai surtout appris sur le terrain. T'sais, on a acheté une couple de formations avec le temps. On a acheté des formations de pas mal les meilleures agences aux États-Unis. Ceux-là qui s'occupent, mettons, des compagnies de Alex Hormozy, puis tout ça. T'as-tu acheté elle de Iman? Non, j'ai jamais acheté celle d'Iman. Celle d'Iman, je l'ai craquée. C'est OK. Mais le reste, tu les as achetés. J'ai appris une couple d'affaires de sa formation. Mais non, on avait acheté une formation à 20 000 aux States, surtout pour comme du marketing avancé, tout ce qui était ads, funnel, puis tout ça. Puis maintenant, on l'utilise comme formation à l'interne. Fait que n'importe quel nouveau employé qui rentre chez nous,
On a une formation interne qu'on avait achetée, puis on a juste fait un gros regroupement de ça. Puis sinon, dude, c'est... Pour vrai, il y a un certain niveau... J'apprends des choses d'autres business owners, mettons plus en one-on-one, puis du mentorat. Mettons, un de mes mentors, je pense, il fait comme 100-150 millions par année avec sa business de tech. Fait que, tu sais, lui, j'ai appris beaucoup de lui, tout ce qui va être plus leadership, puis me comprendre moi-même en tant que business owner. Mhm. Après ça, pour des skills en particulier, mettons sur les opérations ou les funnels ou les ci ou ça, j'aime mieux engager. Moi, je sais c'est quoi mes forces puis mes faiblesses. Ouais. Puis j'aime pas ça travailler devant un ordi, ça me tue. Puis je suis pas une personne organisée pantoute. Après, je suis arrivé en retard, tu sais, fait comme... à la place, j'aime mieux engager des talents puis leur dire « Salut, t'es meilleur que moi là-dedans, bâtis-moi ça dans ma business. » OK, c'est fort. Fait que c'est plus, ça a toujours été plus mon approche à Mais je pense que des affaires. la plupart des gros entrepreneurs utilisent la même technique. Ouais. C'est ce qui fait en sorte qu'ils réussissent à haut niveau, là. Ouais, parce que tu peux, le monde qui reste dans leur business puis qui font tout, Mhm. ben c'est cool, tu peux faire beaucoup d'argent, mais tu vas jamais te Grosse- rendre plus exact. loin. Tu vas te genre. plafonner à un moment donné, là. Exact. Et toi, c'est ça. dans le fond, de ce que j'avais compris, toi, tu fais juste principalement tout ce qui est en ligne. Tu fais rien de physique, genre. Pour les Tout business le physiques. package que toi, tu offres techniquement. 2024, on était vraiment plus des online business. 2025, tu sais, mettons, avec le service de contenu qu'on a lancé, je guette beaucoup de compagnies de construction, surprisingly. Ok. Tu sais, mettons, on a peut-être vous connaissez là, Armoire PMM, c'est un de nos clients. Ouais. Tu sais, le gars qui crie qu'il y a des 999. cuisines à 9 999, ben, tu sais, Ah. ça, c'est un de nos clients. C'est nous qui font tout. On fait tout son contenu, puis c'est paid ads, mettons. Fait que j'imagine que c'est toi qui filmes le direct. Ah ouais, Ok, lui, il nice, witness quand Ok. il vire rouge. Là. Fait que là, c'est comme quelque chose que tu commencerais éventuellement. Ah, c'est déjà en marche. Tu sais, on a, dans le portfolio client, on a une couple de clients que ça sort un peu de ce qu'on fait typiquement. Mettons, une de nos compagnies, c'est une des plus grosses compagnies de tutorat en ligne puis à domicile au Canada, mettons. Fait que, tu sais, ça sort un peu de ce qu'on fait typiquement, mais at the end of the day, c'est ça qui est cool, c'est que vendre des formations en ligne, c'est vraiment plus tough que de vendre un service traditionnel parce que C'est sûr. tu vends du intangible. Je te vends un résultat qui peut potentiellement un jour arriver. Mhm. Versus, si je te vends des planchers, Tu l'as. t'es aimes ou t'es aimes pas. Exact, il n'y a pas de... Right? Puis c'est like, hey, you want floors? Cool, we got some. Fait que on a réalisé que c'est vraiment beaucoup plus facile d'obtenir des résultats à ces personnes-là. Fait on a commencé à diversifier un peu plus. Là. OK. Puis quand tu as décidé d'ouvrir comme une branche d'agence marketing, c'est comment tu as fait pour choisir la personne? Ben, qui est monsieur ici, là, mais... Ben, dude, c'est une bonne question, tu sais, parce que pendant un an de temps, tu sais, ça faisait longtemps que je voulais acheter une agence de contenu. Là. Ça faisait depuis, tu sais, on a fait l'acquisition en septembre, octobre, mais ça faisait au-dessus d'un an que je cherchais une agence de contenu. Puis avant, je n'avais engagé beaucoup. OK. Je n'avais fait pour mon contenu, je n'avais fait pour le contenu de mes clients. Puis à chaque fois, j'étais tout le temps insatisfait par rapport à une chose. Soit leur service n'était pas bon, soit que les edits étaient poches, soit que les tournages, genre le vidéaste, il était plate ou il n'était pas bon. Puis même des fois, on engageait, mettons, une agence pour venir filmer des pubs pour nos clients. Puis après, nous, on a des scripts assez spécifiques pour nos tournages puis tout ça. Puis on réalisait que le client n'avait pas respecté les scripts puis que le vidéaste, il n'avait pas enforce, il s'était pas assuré que le client respecte le script. Fait que Ok. j'étais comme, dude, il faut que je backtrack tout ça tout le temps. Puis ça avait pris un an de gossage à trouver la bonne compagnie. Puis quand on avait rencontré Fred, dans le fond, j'étais le premier client à Fred avant même qu'il parte son agence quand il commençait, il y a un an. Fait que j'ai vu son évolution sur un an, la team qui a monté, les clients qui est allé chercher. Puis je trouvais que le contenu était vraiment sa coche. Puis après ça, on l'a essayé sur une couple de nos clients pour nos ads puis tout ça. Puis on l'avait intégré un peu à notre façon de faire. Puis on avait vu que c'était vraiment un bon fit. Fait qu'on y avait juste fait l'offre après. Parce que Ça a bien marché. That's it. ouais, ça a juste vraiment bien cliqué. Bonne façon. Puis, ben moi, je suis quelqu'un de très curieux aussi. Si on revient pour tes closers, Ouais. tu as dit que tu étais en partnership avec Fabrice, right? Puis aujourd'hui, non? Non. Est-ce qu'il y a une raison que ça peut pas marcher ou tu as juste décidé... Par défaut, tu pouvais trouver toi-même tes closers? Ben, c'est plus juste que ça faisait longtemps que je voulais centraliser à l'interne. Fait que, tu sais, au début, quand j'ai lancé l'agence de vente, ça faisait du sens, ce genre de partenariat-là, parce que je veux dire, j'avais un flow illimité de rep. Ouais. Mais à un moment donné, j'étais comme, ben, je veux avoir mon système avec du monde qui n'ont pas nécessairement payé. Parce que quand que le monde paye pour une formation, ils ont souvent des attentes De fou. vraiment élevées, puis ils vont pas voir ça comme une job. Parce que la façon qu'ils se font vendre le remote closing, c'est travaille d'où ce que tu veux, fais ton horaire de quand tu veux. Fait qu'ils ont des attentes prédéterminées. Versus si ils viennent de mon funnel de recrutement directement, ben, je peux tout de suite mettre les attentes. Salut, this is a job. You're going to make a lot of money, mais tu vas travailler comme un chien. Tu peux travailler de n'importe où dans le monde. Par contre, genre, si tu ne te conformes pas à nos standards, you're out.
OK. Fait que c'est plus que j'aime pas ça de dépendre d'une autre business qui instaure ses valeurs à du monde versus si je suis en plein contrôle de mon processus, ben je peux l'améliorer au fil du temps. OK, fait que c'est bon. Fait que tu leur montres vraiment que c'est une job et c'est pas un lifestyle de... Non, exact, c'est ça. OK, c'est bon, ça. Parce que, tu sais, à la base, je veux dire, comme j'avais dit tantôt, j'ai des reps qui sont encore avec nous à ce jour, qui viennent de sa formation, puis c'est sa coche, tu sais, je sais que les boys font vraiment une bonne job de former le monde, puis ça va vraiment bien. C'est plus juste que je voulais avoir ça à l'interne chez nous. OK. Mais j'imagine qu'il faut quand même une base pour travailler avec vous, pour être closer. Ouais, c'est ça. Qui veut. Genre, c'est quoi qu'il doit avoir dans son CV? Exact, c'est ça. Ben, c'est ça qui est... C'est tough. Trouver des bons closers au Québec, man, souvent, il faut que tu ailles les poacher dans d'autres business versus les... Parce que, mettons, on va dire que tu viens du domaine automobile, puis que tu as 8 ans d'expérience à vendre des autos. C'est cool, mais comme tu n'as pas 8 ans d'expérience à vendre des services en ligne, fait que tu vas avoir plein de faux plis qu'il va falloir qu'on vienne corriger, que tu as appris dans le domaine de l'automobile, mettons. Des fois, c'est pas plus tough, ça, justement, que d'en former un nouveau? Oui, effectivement. Genre, c'est souvent ce que je vais aller chercher, c'est que je vais essayer de trouver du monde qui a, mettons, 1 à 2 ans d'expérience en vente en ligne versus quelqu'un qui a 10 ans d'expérience parce qu'effectivement, l'ego de vendeur avancé, il est dans le tapis. Ils veulent pas changer leur façon de faire. Puis moi, ce que je cherche, c'est du monde coachable qui veulent s'améliorer. Exact. C'est coachable, ça, c'est moins important. Puis, justement, moi, ça me fait rappeler vite fait. Moi, c'est à peu près la même chose. Moi, c'était comme dans un gym de boxe. OK. Parce que j'ai un gym de boxe avec moi. Puis là, justement, j'étais parti chercher des coachs peut-être un petit peu plus avancés, plus expérimentés. Mais comme tu l'as dit, par défaut, vu qu'eux, ils ont leur façon, puis que ça fait longtemps qu'ils le font, eux autres, c'est leur façon qui marche, c'est leur façon de faire. Mais des fois, c'est pas nécessairement la meilleure façon pour business-wise. Ça peut fucker ben raide. Mais ce que j'allais te dire, c'est que toi, moi, j'ai un gym de boxe. Est-ce que toi, le package, mettons que je ferais affaire avec toi, ça pourrait être un bon match quand même ou pas? Ou zéro rapport. Genre. Ou zéro rapport, c'est comme moi. Ben, le full growth partner model avec les vendeurs, non. Je pense pas parce que tes packages de boxe, tu les vends combien? Ben, c'est comme des cours privés ou des memberships par mois. Ah, c'est ça. C'est pas des high tickets, là. Non, c'est ça. Tu n'as pas besoin de closer, je pense. Non. Exact. On pourrait faire ton contenu, mettons. Exact. Ça, je pense que ça leur aurait de la valeur ajoutée, mais que tu t'embarques avec nous en growth partner model puis tout ça. Non, ça, c'est genre, les deux, on ferait pas assez d'argent pour que ça vaille la peine. C'est ça. Parce que, est-ce que, mettons, ton gym de boxe, mettons, on pourrait faire du volume ou est-ce que, mettons, je peux embarquer des vendeurs dessus puis faire du gros volume? Ouais, c'est ça. C'est ça. Versus, mettons, trading floor, je peux vendre, mettons, en 2024, en dedans de 10 mois, on avait closé 500 clients. Mais c'est des high tickets? Exact. C'est ça. Là, le prix a augmenté. Je pense qu'on est 6 ou 7 000, mais pendant la première année, je pense qu'ils vendaient comme 5-6 000. Okay, mais pour se rendre à ce niveau-là, qui a beaucoup de ventes à chaque mois, qui a besoin de closer, c'est lui qui l'a travaillé ou c'est toi qui l'as aidé à se rendre là? Trading Floor, on l'a parti de zéro. Fait qu'on avait déjà... Joe, il vendait pas ses formations dans le sens que c'est notre équipe de vente Day One qui a tout vendu. Fait que tu as trouvé qu'il y a un bon concept puis de A à Z. Exact. OK, c'est fort. Ouais. Mais c'est pas, ça va pas être de même pour tout le monde. C'est sûr. C'est ça. Mais souvent, le monde, vu qu'ils voient nos case studies, ils pensent que genre, je vais sauver leur business. Genre. Mais genre, je veux pas sauver. Genre, là, je regarde, je sais pas quelle caméra regarder, je veux pas sauver ta business. Je comprends. Est-ce qu'il y a des techniques au cours de ta carrière, des techniques audacieuses que tu as vraiment. Tu t'es dit, ça marche pas. Là. Finalement, ben, ça a marché, j'imagine, mais. Des techniques audacieuses. Ouais. En mode vraiment, genre, c'est un gros risque que tu as pris. C'est une crise de bonne question, man. Technique audacieuse. Ouais. Faut être audacieux en business. Un genre de truc de gambling, genre? Ouais, ça peut être ou un prêt à la mafia, je sais pas, peu importe. Tu sais, des trucs en mode. C'est pas tout le monde qui a réglé. Mais tu sais, ce que tu as fait déjà, ça peut être. Moi, je considère ça audacieux quand même. L'affaire de 6 mois, là. Payer tout le monde. Déjà, ça, c'est. Ça, c'est avec les clients. Ouais. J'aime ça work dans ce. Je sais pas si c'est audacieux, mais j'aime ça work sous cette genre de pression-là tout le temps. J'aime ça me mettre dans la merde. Genre. Ouais. C'est comme, c'est quoi oui, mettons, tu sais, Luc Poirier, lui, il fait tout le temps ça. Il va prendre tout son cash, il YOLO dans de quoi. Exact. Puis après ça, il regarde sa femme, puis il est comme, ouais, écoute, on n'a plus d'argent, j'ai tout pris nos actifs, puis c'est dans un terrain. On croise les doigts, genre ça, c'est... Exact. Mettons, je pense que je me rendrais jamais là, parce que lui c'est next level, dans le sens que lui, je pense qu'il aime le thrill de faire ça. Moi, on dirait que ça fonctionne tout le temps pour lui. Ah, c'est fucké, props à man. lui, là, mais... Pour vrai, mad respect, parce que genre, je serais pas capable de faire ça. Ça, c'est un next level fucké.
Mais mettons des trucs audacieux. À chaque fois que j'engage des employés qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien payés, c'est tout le temps un gamble un peu parce que tu vas payer, mettons, du monde 100 quelques mille par année. Puis tu t'attends à avoir un bon retour dessus, mais des fois, c'est pas le cas. Fait que, des trucs comme ça, je te dirais. Sinon, je te dirais que l'acquisition de l'agence de contenu qu'on a faite, c'était quand même un bon gamble parce que basically, pour vous donner un peu de contexte, au début, on voulait juste le faire pour nos clients à l'interne. Mais après ça, je me suis vite rendu compte que je pouvais mass market ce service-là. Fait qu'en dans 2 semaines, on a tout monté un funnel, des ads et tout ça pour ce service-là. Nice. Puis là, ça va faire 1 semaine et demie, 2 semaines que la pub roule. Puis on est déjà on track pour faire comme... Juste avec cette division-là, on est déjà, je pense, à 60, 70 000 par mois. Mais on essaie de taper le 83 000 par mois de run rate d'ici la semaine prochaine pour avoir comme un $1 million a year run rate dans 3 semaines de lancement de cette nouvelle business. L'agence, c'est dans Let Me Talk ou il y a une autre compagnie? Ouais, il y a un petit bruit. C'est du vent dehors? What the fuck? Non, on va pas l'entendre anyway, non? Non, on l'entend pas. Ah, ok. Enfin, on va tourner. Je pense que C'est une case. c'est ça. So, pour l'agence marketing, est-ce que c'est dans Let Me Talk ou il y a une autre? Ouais. OK, c'est vraiment... Tout est sous Let Me Talk. C'est relié directement. Ouais. OK, nice. Le but ultime à la fin, je sais pas si tu connais un peu la compagnie Omnicom. Non. Dans le fond, c'est le plus gros conglomérat d'agences sur la planète. Ils ont 1500 agences regroupées sur 5 différentes holdings, genre. Okay. Ils font 14 ou 15 milliards par année. Fait que le but, c'est, tu sais, mettons, l'agence de contenu, c'était un bon test où on achète une business, puis on fait juste intégrer notre team dedans, nos façons de faire, nos processus, puis nos systèmes d'acquisition. Puis on essaie de voir, cool, je suis capable de l'amener à faire 2, 3, 4, 5M par année le plus rapidement possible. Okay. Si je vois que ça marche, puis après ça, cool, je vais juste rinse and repeat. Je vais acheter une autre agence qui fait 1 million par année dans telle industrie. Cool, je recommence. Puis notre but, ça serait juste pour les 10-15 prochaines années, juste de continuer à faire ça. Puis ultimement de compétitionner contre les gros conglomérats d'agences. Au Québec, est-ce que tu as des concurrents dans ce genre d'industrie? Agence marketing, oui, c'est sûr. Oui, ben oui. Dude, il y a des agences de contenu qui pop-off à chaque semaine. Ils sont comme salut, j'offre mon service de création de contenu. Félicitations, tu t'as acheté une caméra. Mais c'est vrai, ça. Compétition dans notre service Growth Partner, non. Il n'y a personne qui fait ça. Puis la raison, c'est parce que c'est vraiment tough à rentrer dans ce marché-là, dans le sens que faut vraiment que tu aies une solide team. On est une grosse équipe, on est vraiment. Je suis allé chercher beaucoup de différents experts pour que ça marche. Fait que c'est vraiment. Mettons, si tu te pars ça, tu pourrais le faire, mais c'est juste que ça va te prendre du temps. Ça nous a pris des années bien se placer. Parce que je sais qu'il y a Serge Gattari aussi qui est un peu dans le B2B consultation. Mais je sais que c'est totalement. Ben, c'est pas totalement. Serge puis moi, on fait 2 choses complètement différentes. Serge, il a sauté, là, d'ailleurs. Là. Il est vraiment fort. Mais lui, il consulte principalement des agences puis des coachs sur plus le modèle build and release. OK. Fait comment transformer ton offre de service tu rentres dans une business, tu implémentes un service, tu charges un gros frais, and then you fuck off. Right? Puis ça te permet, puis vu que ton service build and release est ultra duplicable, ben, tu peux vendre volume. Ouais, c'est fort. Ouais. Fait que on compétitionne pas tant que ça l'un contre l'autre parce qu'ils vendent quoi de vraiment différent. Nous autres, c'est plus on partner up avec des business. OK, nice. Il y a plein d'agences de création de contenu qui sont compétitrices à nous autres, mais l'affaire, c'est qu'ils promettent toutes des vues. Fait qu'ils sont genre, yo, je vais t'amener à 100 000 vues ou telle affaire, mais... Fois 5 en 3 mois, sinon je te rembourse. Exact, genre type shit. Mais nous autres, c'est plus comme, salut, ben on a bâti des $1 million business au courant de 2024. On a fait 25 millions. C'est de l'argent. Ouais, c'est ça. Puis on sait ce que ça prend pour t'obtenir de l'argent et non juste des vues. Mais toi, parce que là, toi, tu travailles avec plein d'experts, principalement sur ce en quoi toi, tu es faible, techniquement. Ouais. Toi, tes journées ressemblent à quoi? C'est quoi que toi, tu fais, genre, principalement, genre, au courant de ta journée ou quoi que ce soit, pour manager ta business? Fait que j'ai engagé une directrice aux opérations en octobre pour m'apprendre comment gérer une vraie business. Parce qu'avant, je faisais plein d'affaires. J'étais encore dans le day-to-day, genre je gérais des relations avec mes clients. Je coachais ma sales team avec mon directeur des ventes. J'étais trop impliqué dans tout. Puis en gros, quand elle est arrivée, elle m'a dit « Cool, j'ai dit, la première chose que tu dois faire de ta journée, là, c'est enlève-moi de mon day-to-day. Je veux genre gérer ma business et non être dedans. » Fait en dedans d'1 mois, on a réussi à accomplir ça. Puis mon horaire, elle a complètement shifté. Maintenant, on a grossi à 40-50 personnes. Je ne sais même plus on est combien, là, mais moi, perso, je ne gère pas 40-50 employés. J'en gère 5.
Okay. Je gère ma directrice des opérations, je gère mon directeur des ventes, je gère ma directrice marketing, puis je gère mon directeur de tech. That's it. Fait que j'ai juste 5 personnes qui reportent à moi, puis tout le reste, c'est du bruit que je m'en calisse. Okay. Fait que ce qui se passe dans tel mandat, à telle date, telle heure, I don't know about it. Fait que, mettons, tu sais, des fois, j'ai encore des relations avec mes clients où ils vont m'appeler puis ils vont me dire « Hey, comment ça va? On est-tu proche de lancer? » Puis je vais juste répondre « Big, je sais pas, demande à ton gestionnaire de compte. Je sais pas ce qui se passe dans ton projet, je suis pas en prod. » Right? Fait que je me suis vraiment remove de mon day-to-day juste pour gérer ces 5 personnes-là puis les hold accountable à ce qu'eux doivent faire avec leurs équipes. That's it. Okay. Fait que ma journée, comment que ça ressemble, ça va, tu sais, j'ai beaucoup de journées qui sont vides. Fait que, mettons, mes mardis puis mes jeudis, j'ai fuck all. J'ai aucun meeting, j'ai rien. C'est juste des journées où ce que je peux penser puis planifier. Puis je me mets des blocs où ce que je suis capable de faire avancer les choses plus sur le long terme. Fait qu'au lieu de penser à cool, comment est-ce que je peux faire rentrer 5 000$ dans le business, je suis comme cool, comment est-ce que je peux faire en sorte que je rajoute 3 millions à la business. Right? Fait que je sais que ça sonne pas très tangible ce que je suis en train de dire. L'écart était quand même grand. Mais ça fait que beaucoup de mon temps va être alloué à ça. Une autre partie de mon temps, obviously, cette année, je veux double down sur le contenu. J'ai une agence de contenu, fait qu'il faut que j'aide l'air de quelque chose aussi. Exact. Là, c'est pour ça que Fred est là. Ouais, exact. Fait qu'une fois semaine, à tous les semaines, on filme du contenu. Fait que j'ai mon mercredi, normalement, c'est cette journée-là que je fais juste, on filme du contenu, puis c'est tout ce que je fais. Puis après ça, mes autres journées, c'est souvent des meetings plus pour faire des touch base avec mes directeurs. Puis je vais venir, ils vont me poser des questions pour que je puisse prendre des décisions sur comment on va régler des problèmes ou faire avancer des choses dans le business. Okay, nice. Puis avant, j'imagine, avant octobre, même on va dire au courant des dernières années, toi, tu étais là matin ou soir, genre c'était comme un peu complexe pour toi de gérer tout ça ou? Oui, puis non, tu sais, il y avait une partie des choses que j'avais déléguées, mais il y en avait une partie que je lâchais pas prise. Mettons, comme les équipes de vente puis tout ça, c'était encore moi qui coachais en majeure partie. Puis aussi, j'étais encore beaucoup en relation avec les clients. Puis là, cette année, ben, je me suis vraiment... Comme, tu sais, j'ai des reps, des vendeurs qui vont me texter sur Slack, qui vont être genre « Hey, Big, je te vois plus, t'es où? » Mais je me suis distancé pour justement comme enlever le bruit parce que, tu sais... On dirait que ça, c'est tough à faire. Moi, des fois, j'ai ultra tough. C'est tough, mais je pense qu'à un moment donné, t'es obligé de passer par là. Oui, parce que sinon, il y a trop de bruit. Dans le sens que ton cerveau peut juste prendre des décisions, genre un certain montant par jour. Fait que si je dois tout le temps penser à plein d'affaires, ben, t'es jamais capable de penser plus loin. C'est vrai. C'est souvent là que c'est pour ça que le monde stagne à 3 millions, give or take, de chiffre d'affaires, c'est parce qu'ils sont pas capables de lâcher prise. OK. Fait qu'ils vont avoir une team qui vont s'occuper des petites affaires, mais ils seront jamais capables de déléguer à d'autres personnes qui vont être capables de gérer ces teams-là. Puis là, toi, vu que tu délègues beaucoup, est-ce que, exemple, on va dire toi et ton partner, demain, vous prenez vos téléphones, vous allez à Bali un mois, puis vous répondez à aucun appel, aucun meeting, rien. Est-ce que oui, la business, j'imagine, ça va rouler quand même. Mais à quel point ça va continuer? Je pourrais, en ce moment, avec comment c'est structuré, je pourrais confidently dire que je peux crisser mon camp pendant 1 an. OK. Puis elle pourrait continuer à rouler tout seul. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle roulerait bien? Ouais, c'est différent. Il y a une différence. T'sais. Je veux dire, mon but, c'est pas de juste. Là, en ce moment, on fait comme 3 millions par année. Moi, cette année, je veux faire 10. Fait que je dois. Tout mon temps que j'ai racheté, là, je dois l'utiliser pour passer de 3 à 10, dans le fond. Okay. Ça, c'est mon seul objectif. C'est quoi justement que tu vas faire pour passer de 3 à 10? Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que, mettons, si tu veux qu'on rentre dans le concret, là, je vais améliorer l'efficacité opérationnelle de ma team. Si mon staff a accès à des meilleurs outils, puis que la gestion de ce monde-là est plus fluide, puis que le processus de production de mon équipe est plus fluide, je suis capable de prendre plus de clients puis de produire plus sans nécessairement avoir besoin de plus d'employés. OK. Right? Parce que nous, notre plus gros bottleneck dans notre compagnie, c'est le talent, c'est le staff. Si je dois tout le temps engager tout le temps, mais ça devient hyper cher, mais aussi c'est que c'est long de trouver des bons employés. C'est vraiment tough. Fait que, streamline beaucoup plus les opérations pour qu'on aille plus vite puis que je puisse prendre plus de volume. De 2, ramp up l'agence de contenu. Puis de 3, faire grossir notre portfolio de clients qui génèrent déjà beaucoup. Puis eux, leur faire grossir plus leur chiffre d'affaires pour qu'on aille, mettons, un 3 millions qui vient de l'agence de contenu ou 4 millions qui vient de l'agence de contenu. Puis un autre 5-6 millions qui vient du Growth Partner Model. Tu penses que maintenant, genre, n'importe quel business, il devrait être présent hors les ads? Parce que tantôt, tu parlais des ads. Mais tu penses que de façon organique, il devrait quand même relativement être beaucoup présent sur les réseaux? 100%. À quelle fréquence, tu penses, genre?
Ben, c'est pas nécessairement juste une question de fréquence, c'est juste une question d'omniprésence. Dans le sens que si tu roules des ads et que tu n'as pas de contenu, le problème, c'est qu'après ça, mettons, toi, tu vas voir une ad, là, tu vas aller checker c'est quoi le profil de la personne, tu vas aller regarder son site web avant de prendre un appel de vente. Fait que c'est juste que tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Ouais. Si je vois ta pub, puis je clique, puis tu as fuck all, il n'y a rien qui vient me vendre ton expertise, puis qui va me mettre en confiance. Versus si je vois tes pubs, je clique, je vais checker ton profil, puis là, je vois, OK, cool, le gars, il parle dans plein de vidéos, il sait de quoi il parle, puis il a une bonne personnalité en plus, puis c'est une personnalité qui fit avec moi, mais j'ai le goût d'acheter chez toi. Ben oui, comme Armoire PMM, exact. Ça m'a donné le goût d'acheter une cuisine, quasiment. En fait. Ben, c'est ça. Cuisine, peut-être que tu n'as même pas besoin de cuisine, mais juste parce que tu aimes le gars, tu veux une cuisine. 100%. À 9 999. Exact. Et lui, il est à l'aise quand même devant la caméra? Ben oui. Ben oui, très à l'aise. C'est cool work avec. Fred pourrait en parler, mais c'est cool work avec ce gars-là. Il shoot des idées. Tu as beaucoup de concepts qu'on fait en vidéo que des fois, c'est lui qui a ces idées-là, ou autant que c'est sa team à l'interne que c'est nous autres. Fait que ça se partage. Là. OK. Puis j'imagine qu'il y a des clients, ils sont beaucoup moins bons devant la caméra. Ouais. Est-ce qu'il y a des techniques pour que ce genre de personnes deviennent bons ou moins pires? T'en as qui. C'est pas cher de dire, t'en as qui l'auront juste pas. Ouais, exact. Fait que le best, c'est que tu le réalises rapidement puis que tu trouves quelqu'un d'autre. OK. Dans le sens que, tu sais, t'as pas besoin d'être la face de ta business tout le temps. T'as des business owners qui travaillent dans le back-end puis qui ont une face à leur place puis qui font des milliards par année. Là. 100%. Mais, fait que, si t'es capable de le réaliser, plutôt cool. Mais sinon, ça se coach. Là, je veux dire, personne n'est bon devant la caméra tant que tu l'as pas fait, right? Je veux dire, t'en as qui vont être naturellement juste à l'aise. Exactement. Mais savoir quoi dire, quelle intonation, c'est différent. Quand faire des pauses, tout ça, c'est ultra important. Puis ça vient avec la pratique de juste le faire. Puis, je veux dire, tes premières vidéos vont être la merde. Puis après ça, ben, the more you do it, mieux que ça va être aussi. Là. C'est sûr. Puis toi, dans tout ça, j'imagine, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère. Est-ce qu'il est en business ou? Il travaille chez nous. Ah, bon, c'est quand même parfait. J'imagine que tes frères et tes parents doivent être quand même très fiers de toi, de ce que tu as accompli. Ouais, dude. Il n'est pas médecin, Est-ce qu'il réalise... Ah, c'est ça, exact. Il n'est pas médecin, fait que non. Est-ce qu'il réalise tout ce que tu as accompli? Ben, au début, tu sais, mes parents m'ont toujours encouragé, puis ils savaient que l'école, c'était pas pour moi. Là. Je veux dire, quand je leur ai dit, ouais, écoute, je lâche le cégep, vous pouvez rien faire, je fais ça. Tu sais, il y avait le choix entre m'envoyer chier ou me supporter, puis ils ont pris la décision de me supporter dans tout ça. Fait que, comme, j'ai toujours eu leur support. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ça blow up autant, tu sais. Tu sais, maintenant, je vais sortir mon père à souper pour sa fête, puis on va au Moïse, puis je drop 2000 sur un souper, puis il est genre what the fuck. C'est tough à comprendre. Puis ils sont surpris. Tu sais, mettons... Ma mère va encore me dire, hey là, je vais dire, hey, écoute, on a eu un bon mois, on vient d'engager 5 autres personnes. Elle est comme, wow, félicitations. Là, oublie pas de te mettre de l'argent de côté au cas où ça va pas. Là. Fait comme, ils comprennent pas l'étendue de où on est rendu encore, mais ils sont ultra fiers. Là. J'ai toujours eu du. Tu sais, t'en as que les parents, ils te renient si tu vas pas à l'école ou whatever, mais ça a été complètement le contraire. J'ai eu de l'amour et du support tout le long. Là. Ça t'a aidé, j'imagine, dans ouais, mais c'était cool parce que je savais que j'avais toujours un pied à terre où je pouvais me confier ou des trucs de même. Je leur ai jamais dit quand ça allait pas bien, là, mais c'est l'arrière-pensée de savoir que j'avais du support, c'était nice. Oui, en parlant de tes parents, parce que tu disais qu'ils étaient musiciens, justement. Ouais. Puis finalement, ça paye-tu, ça, ou pas musicien? Normalement, oui, mais mes parents, ils ont eu un parcours assez intéressant où, dans le fond, à la base, il n'était même pas censé avoir d'enfant. Mon père, lui, il étudiait à McGill en chant pour être prof de chant à l'université. Puis ma mère, elle avait fini ses études. Il venait de s'acheter une maison. Puis en gros, ma mère, elle a eu un cancer. Puis à ce moment-là, elle travaillait comme prof. Puis en gros, elle a perdu sa job quand ils ont appris qu'elle avait le cancer parce qu'ils ne voulaient pas dealer avec les problèmes qui suivent de ça. Fait que dans le fond, mon père, il a lâché sa maîtrise pour aller faire de la toiture pour payer pour la maison qu'il venait d'acheter. Puis pendant une couple d'années, ma mère était malade. Fait que ils ont comme mes deux parents, ils ont eu genre un stop dans leur carrière pendant un bout à cause de ça. Puis après ça, quand ma mère est retournée sur le marché du travail, c'était au moment où
je sais pas pourquoi, là, ce bloc d'années-là, être prof, tout le monde voulait être prof. Fait que c'était ultra contingenté. Maintenant, ils ont de la misère à en trouver parce que personne ne veut faire ça, mais comme peut-être que je me trompe, là, je sais pas, là, je connais pas assez ça. Tout le monde m'envoie chier dans les commentaires. Va chier! mais à ce moment-là, c'était ultra contingenté. T'es pas capable de se trouver une job permanente. Puis mon père, dans le fond, au lieu de retourner aux études puis d'être prof à l'université, ben, il a décidé d'ouvrir sa propre école de musique à la maison. Puis il a fait vivre notre famille pendant comme... Il a eu son studio de musique pendant 25 ans, genre, jusqu'à sa retraite. Là, fait que... OK, c'était un entrepreneur quand même. Ouais, mais lui, mettons, il a resté small scale. C'était toujours lui qui faisait les enseignements puis tout ça. Il n'a jamais eu d'employé ou whatever. Okay, nice. Après ça, ma mère a s'est tannée de l'enseignement puis est allée travailler au Cirque du Soleil en gestion de projet puis en plein d'autres affaires. Fait que ma mère a comme complètement changé de carrière. OK. Fait que, c'est pour ça que je dis middle class. J'ai pas grandi pauvre. J'ai toujours eu ce que je voulais. J'allais en Europe faire des voyages pour l'école de musique. Je m'habillais bien. Je manquais pas de bouffe. Là. Mais je ressentais tout le temps ce stress financier-là dans la maison. Quand tu entends tes parents chicaner pour de quoi ou que tu le sais que c'est serré ou whatever, tu le sens, ce vibe-là. Puis je m'étais toujours dit que je voulais sortir ma famille de ça, genre. Puis qu'ils vivent dans l'abondance éternelle. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est le fun. C'est merveilleux. Puis toi, est-ce que tu veux, exemple, bifurquer dans une autre industrie ou pour l'instant, tu es vraiment focus avec Let Me Talk jusqu'à temps que tu l'as grossi? J'ai une philosophie de... Moi, j'aime ça tout mettre mes yeux dans le même panier. Okay. Où ce que... Tu sais, t'en as plein qui, mettons, ils font une passe de cash avec leur business, puis après ça, ils dumpent tout en crypto, en immobilier, puis ils ont genre 7 projets tout en même temps. Le problème, c'est que c'est tough en crise rouler 8 business en même temps. Ouais. Moi, j'aime mieux tout mettre mes yeux dans le même panier, me concentrer sur une, puis faire grossir ce projet-là. Puis, j'ai commencé à toucher un peu, à faire de l'acquisition d'entreprises qui sont similaires à la mienne. On en a fait une en octobre. Okay. Je suis content peut-être en faire une en 2025 aussi. Fait que, je vais pas bifurquer, je vais juste grossir ce qu'on a déjà. Okay. C'est juste qu'au lieu de juste aller chercher plus de clients, ben, je vais juste acheter une business qui a un portfolio client, du staff déjà existant, puis la rattacher à ma business actuelle. Tu ferais-tu un truc genre à l'international un peu? Genre? Absolument. En France. Ah ouais? France, je sais pas. Je trouve que la clientèle genre de France, en général, sont vraiment chiants. En toute honnêteté. Ouais, je n'ai déjà eu, puis ils sont gossants. US, ouais. J'ai eu beaucoup de clients des US pendant longtemps aussi. Là. Un de nos clients, c'était l'ancien directeur des RH de chez Facebook. Lui, ça a été un fou client. Lui, ça a été débile. On a amené sa business de 0 à 200 000 par mois en genre 4 mois. Ah ouais? Ouais, puis ça a roulé pendant une solide année complète. Après ça, il a ramené ça à l'interne. Mais lui, il a été cool. Fait que les States, j'adore. Là, fait que c'est sûr qu'on va éventuellement juste retourner aux States. T'habiterais-tu aux States? Je sais pas, man. Non, je pense pas. Ah ouais? Pourquoi? Ben, je sais pas. J'ai jamais vraiment été aux States. Fait que comme il faudrait que je sois là pendant une période longue pour être capable de me faire une vraie idée. Écoute, si Donald Trump, ça continue comme ça, peut-être on va devenir les États-Unis, nous autres. Peut-être, hein? Ouais, exact. Peut-être qu'on n'aura même pas besoin de déménager. On va juste devenir le 51e État. Mais je voudrais peut-être le Colorado. Colorado, puis le Montana, ça a l'air nice avec les ranchs, puis tout ça. Ça, je trouvais ça très nice. Okay. J'aime pas ça, les plages chaudes puis humides. Genre la Floride, je ne pas. Non. Il y en a plein de c'est ça, j'allais dire. Il y a plein de Blancs québécois plutôt qui veulent. Ben oui, tu as des bons business owners québécois qui ont move là-bas. On débarque là-bas. Là. C'est vrai. C'est pas tant mon vibe. Dubaï, ça a l'air cool. C'est nice. Une couple de mes chums qui habitent là-bas maintenant. Est-ce que tu voyages souvent? 2 fois par année, mais vraiment plus pour genre voyager que genre business. OK. Mettons, c'est des vacances, genre, entre guillemets, si on veut. Ouais, mais il y a tout le temps le cas qui arrive. Mettons, j'étais allé en Italie pendant 2 semaines. On s'était loué... C'était fucké, mais on s'était loué une terre avec genre 4 villas sur le bord de la mer, sur la côte d'Amalfi. Fucké raide. Puis, bref, je me suis fracturé le bras le 2e jour que j'étais là. Fait que... j'ai fait un accident de Vespa. Nice. Je me suis pogné un petit débarque. Je me suis fracturé le coude puis le poignet. Méga vibe. Fait que ouais, non, j'aime ça voyager pour le plaisir. Non, sinon, est-ce que tu es quelqu'un de matérialiste? Parce que là, je vois que tu as une petite montre au poignet, c'est pour ça que je demande. Quand j'étais jeune, oui. Quand j'avais pas de cash, oui. Mais plus que le temps avançait, En fait, quand tu fais du cash, c'est là que tu réalises que ça sert à rien, mais quand tu n'en as pas, c'est là que tu en veux, genre. Comme... C'est important. C'est vraiment important d'avoir du cash, pour vrai. Comme j'aime mieux être
J'aime mieux avoir de l'argent que de pas en avoir. C'est Je sûr. pense que ça règle beaucoup de problèmes. Mais si ton obsession, c'est sur les biens matériels que l'argent t'apporte... Tu vas être déçu, je pense. Ouais, vraiment. C'est comme tu sais, genre, je veux dire, le gars qui rêve d'avoir une Lambo puis il pense juste à ça tous les jours. Une fois qu'il l'a, après ça, 2 semaines après, il est tanné, là. Ouais, C'est la même chose avec mon char. C'est la même chose avec, tu sais, mettons, j'ai un bon char puis comme 2 semaines après que je l'avais, j'étais comme, bon, Ah ouais. cool, next. Fait que Ça me ramène du point A au point B. Exact. Ouais, c'est ça, ben, c'est un infinite game. C'est juste, tu seras jamais satisfait tant que tu chases. Fait qu'à un moment donné, il faut. Je sais pas, tu as d'autres priorités, mettons. Puis, est-ce que tu as une voiture de rêve? Pas live. Ben, voiture de rêve. Moi, je triple. J'ai une Audi S5 de l'année. Je me suis fait rincer au concessionnaire, bro. Genre, je paye bien trop cher. Là. Ah ouais? Ah, Ils t'ont closé. Ah ouais, je me suis fait rincer. Bro, ben moi, tu sais, je suis un gars de vente. Fait que tu sais, souvent, sûrement que le monde qui vont écouter, ils vont être d'accord avec moi. Si t'es bon en vente puis t'aimes beaucoup la vente, t'aimes aussi acheter. Ouais, exact. Je suis le pire 10 au monde. Là. J'achète tout. Là. Je suis pourri à me faire closer. Je suis pas bon, man. Mais je trippe sur mon char. Là. C'est vraiment il est confortable. Parce qu'apparemment, tu sais, des supercars, souvent, ça dépend lesquels, mais ils sont vraiment pas confort. Ouais. Moi, j'aime beaucoup être confort. Mais c'est sûr que, mettons, une GT3 RS, ça me dérangerait pas. Là. C'est sûr. C'est sûr que ça serait pas pire. Ouais. Exact. Toi, c'est quoi ton goal, genre? Mettons pour 2025. C'est quoi tu vises juste pour 2025? Puis d'ici 5 ans après, c'est quoi ton goal? Short term, 10 millions pour 2025. C'est plus un aspect principalement financier, genre. Ouais, je mesure beaucoup le growth puis le succès de notre business par combien qu'on génère. Quand tu dis 10 millions, c'est chiffre d'affaires ou c'est... 10 millions de chiffre d'affaires. Environ, give or take, 25-30% de marge de profit. OK. Fait que ça serait comme l'objectif pour 2025. Puis sur c'est plus sur 10-15 ans, je veux qu'on soit un conglomérat d'agences ou de business en général qui print du 1 à 10 milliards par année. Là. Genre, ça, c'est le but ultime. Là. Je veux vraiment, avant ma mort, je veux hit le B. Là. Ah ouais? Ouais. C'est fort. Mais c'est pas pour le cash, par contre. T'sais, beaucoup de monde vont dire, c'est cool parce que quand tu fais 1 milliard par année, t'es next level. C'est le journey, genre. Exact. Genre, je veux recevoir des lettres qui me menacent de ma mort, genre, puis comme tout le parcours de se rendre de où je suis live à faire des milliards par année, ça va être complètement fucké, genre. Ben oui. Les choses que je vais vivre, puis tout ça, fait que c'est surtout Si pour tu ça, recevrais ça, tu déménagerais-tu de Montréal? 1 milliard? 1 milliard, ouais, ça, je pense. 1 milliard, mais on va dire genre quelques millions, là, 15 millions. Non, même plus. À partir de 500 millions, je te dirais. 500 millions, ouais. Je prendrais ma retraite en Europe, bro. Okay. Ah ouais? Ben oui, man. Genre, mon directeur des ventes, il habite à Nice, dans le sud de la France. OK. C'est un Québécois qui a bougé là-bas, puis il triple. Là. Je veux dire, il élève ses 2 enfants, puis il va à la plage les fins de semaine. C'est un méga vibe. Là. C'est super. Tu sais, l'Europe, c'est fucking relax. Là. C'est chill. Dans ma tête, c'est pas un truc méga taxé aussi, comme ici. Ben, rendu là, quand tu fais un exit à 500 M, Ça fous vaut- des Ouais, là, impôts, c'est sûr. 500 millions. Ouais. Non, j'irais vraiment juste là pour la belle vie puis les bateaux. Là. Non, mais j'allais dire, genre, mettons que toi, tu reçois des lettres de mort, genre. On veut Des te voler. menaces. Ouais, des menaces, genre. Tout le monde c'est que tu fais beaucoup d'argent. puis Ouais, quelqu'un puis veut- genre, quelqu'un- Je me fais ramasser dans un container dans le Ouais, Vieux-Port. exact. Ouais, ouais. Je me fais tenir en otage pour ma crypto. Ouais, c'est ça. Sans dire le nom. Yeah, ça, c'est crazy. Mais est-ce que tu déménagerais de là? Ben oui, 100%. Ben si je suis rendu à recevoir des lettres, c'est sûr qu'il faudrait que j'investisse plus en sécurité personnelle, là. Comme les Zuckerberg puis les Elon Musk. Là. Ouais. Pour vrai, ça serait quand même un flex qu'un jour, genre, je pense que c'est Elon, il se faisait tracker son bateau, genre, ou c'est les oligarques russes, ils se font tracker leur bateau sur Twitter. Là. Ça pourrait être J'ai pas frais. vu. Ah ouais? Ça, Ouais, c'est je quand veux me rendre à ce niveau-là. Là. OK, l'audacité au max. Genre, se faire tracker son bateau. Je comprends. Si, j'ai une question pour toi. Si aujourd'hui, Elon Musk est devant toi, puis tu dois lui vendre Let Me Talk en 30 secondes, 1 minute, comment tu lui expliques c'est quoi? La vision, là. Il veut l'acheter ou il veut investir dedans, on va dire? On est la meilleure agence Growth Partner au Canada qui bâtit des business de 0 à plusieurs millions dans la même année. Bonne petite phrase. Ouais, Tu voilà. tu l'achètes? Ouais. Là, je pense qu'Elon Musk, il serait peut-être down. Puis, exemple, que tu devrais écrire une phrase pour décrire ta vie. Jusqu'à maintenant, là. Ouais, là, on rentre dans la philosophie. Là. Ouais, là, c'est un peu plus... Soit après, là. Je vais voler la côte de quelqu'un, mais j'ai pas de shame à ça. Cette phrase-là, ce serait j'ai des choses plus importantes à faire que de me préoccuper de ce que les gens pensent de moi. OK.
Ça, c'est bon. Tu t'en fous du regard des gens, tu fais ce que t'as à faire. Je m'en balèque. Tu t'en balèques. Parlons straight, c'est bon, c'est bon. Si aujourd'hui, c'est une question que j'adore poser. Si aujourd'hui, tu peux souper avec 3 personnes, mort ou vivant, ça serait qui? Ah, il t'en a posé une bonne, hein? Bro, that's a good question, man. C'est cool, ça. J'aime ça. Tu la voyais venir? J'attendais celle-là. Parce que même nous, J'aimerais ça virer une brosse avec Mozart. Ah ouais. Ça serait un vibe. Il était assez fucké, lui. Ouais. Bonne brosse, là. Une petite brosse avec Mozart, ça serait cool. Fucké raide. J'aimerais ça rencontrer Rockefeller. Ah, oui. Ah, c'est la première fois qu'on me dit ça, mais c'est bon, ça. Il était ultra riche et misérable, fait que j'aimerais ça comprendre pourquoi. Et les questions que tu poserais, ça serait... Genre, je voudrais comprendre, même pas des tactiques de business parce qu'il est trop vieux, genre. Ouais, le pourquoi du comment, le tout, là. Je voudrais juste comprendre son cerveau, genre. Son gros cerveau. Puis j'aimerais ça aller souper avec Mark Zuckerberg, question que je me fasse jamais bannir mes comptes de pub Facebook. Ah ouais? Comme ça, t'as la sûreté, là. Mais je pense que maintenant que Donald Trump est là, c'est comme... Ben, ils sont déjà plus lenient sur plein d'affaires. Je sais aussi qu'ils ont enlevé les fact-checkers puis tout ça, là, qu'ils avaient mis... Tu sais, durant COVID, il y avait plein de fact-checkers puis tout ça. Ben là, ils ont enlevé tout ça, fait que ça, c'est cool. Non, mais ça, c'est cool. T'en penses quoi, toi, du censorship, un peu? Dude, je pense que tout le monde devrait avoir la liberté de s'exprimer, peu importe c'est quoi. Puis que ce qui s'est passé dans les dernières années avec la censure, surtout sur Meta puis sur les autres plateformes. Surtout sur Meta, ça m'a... ça m'a dégoûté. Ça m'a vraiment dégoûté. Puis je trouvais qu'on allait dans une direction qui était very un-American, puis un-Canadian aussi. Je trouvais ça vraiment poche. Mais... Tu sais qu'il a failli perdre sa page, lui, à cause de ça. Toi, ça? Parce que toi, t'es une page de nouvelles, là, Dans le fond, dans la première semaine qu'il y a eu le BIOS 18, là, la nouvelle règle, ils ont banni ma page, que personne ne peut voir ma page. Mais là, dans ce moment-là, j'étais avec Assam. Je suis en train de m'entraîner avec Assam. On l'a découvert en live. Je suis juste assis, puis j'ai commencé à battre. Puis j'étais comme, OK, mon business. Tu devais te chier dessus, là. Parce que moi, c'est mon business de tous les jours. C'est ça. Fait que, bon, j'avais perdu espoir à toute la vie à cette seconde-là. Une semaine après, on m'a remis ma page parce qu'ils ont comme fait une nouvelle règle. C'est que c'est seulement les compagnies ou les news qui sont associés avec le gouvernement. Moi, je suis comme un média indépendant. Ils m'ont enlevé ces restrictions-là. Puis là, j'étais heureux. Tu devais capoter. J'étais en dépression. Ça faisait longtemps que tu bâtissais cette page-là en plus. Je l'ai depuis mai 2018. En plus, c'est exactement ce qu'il m'a dit. On était là, on regardait, il a pris une petite pause. Mais tu vois, des trucs comme ça, moi, c'est ça qui m'a dégoûté. C'est son projet de vie, genre. C'est son projet de vie. Il était comme, oh mon Dieu, je viens de... Ils sont genre, bon, ben... Je sais pas, ça me tente fini, pas. ça me tente plus. Mange la merde, va chier. Cool, thanks. Non, mais tu sais, ce qui m'a fait super cramper, c'est quand il capotait, puis là, il a dit... Quête, man, on dirait que je vais devoir vraiment aller travailler un 9 à 5. J'avais perdu tout espoir parce que c'était vraiment mon revenu. Puis dans cette semaine-là, c'était la même semaine que je recevais tous mes contrats, donc tous mes paiements à faire. Là, j'étais comme... Puis moi, le problème dans ce temps-là, c'est que je vivais de ça encore. Fait que, ben oui. Là, j'étais comme, OK, comment je paye mon loyer? J'ai payé ça. J'avais plus Tous les questions sont venues d'un coup. Il n'a jamais vraiment fait un 9 à 5 de sa vie. Genre, pour le mettre en contexte, là, il n'a jamais fait ça. J'ai travaillé quelques fois, des petits jobs, par-là. Je pense que quand j'ai commencé ma page, je travaillais au Super C. Puis c'était en 2018. C'était en même temps de la Coupe du Monde. J'avais 2 choix. C'était comme soit aller voir le match du Portugal, parce que je suis fan. Là, j'ai vu que je recevais mes premiers transferts, parce que ça a commencé quand même assez vite. J'ai fait 100 000 abonnés en 6 mois. Donc après ça, je voyais des 25 $ qui rentraient, des 30 $. Puis moi, j'étais encore mineur, donc j'allais voir ma mère. J'étais quoi, tu passes le transfert? Je savais que c'est quoi, mais je ne savais pas trop c'était quoi encore. Puis c'était le job le plus longtemps que j'ai duré. C'est quoi le plus gros montant que tu as réussi à générer avec ta page? Très bonne question, ça. En une pub, genre? Ouais. Ça a été 5 000 environ. OK, good. Ouais. Pour un sponsorship? Ouais, exact. Sinon, j'ai des contrats par mois qui roulent. Puis, good shit, man. Nice. Nice. Yeah, merci. On va prendre note que le gouvernement a failli tout t'enlever ce que tu as bâti. Exact. Ça, on ne serait même pas ici, je pense. Parce que moi, je ne serais pas ici, je pense. Là. Je serais sûrement en train de... Parce que moi, je n'ai pas fini l'école non plus. Donc moi, quand j'ai commencé moi, c'est pas le niveau secondaire, je te le dis. Ah, pour vrai? Je suis en secondaire 4. Félicitations. Félicitations, mais tu bats les records. Dans le fond, quand j'ai commencé à vraiment faire de l'argent, je m'étais fait renvoyer du school. Parce que moi et mon partenaire, on allait au school ensemble. Ouais. Puis
on allait au Tim Hortons, on foxait pour aller mettre des posts sur Instagram. Mais moi, quand j'ai commencé, pendant 1 an, je mettais des 30 posts par jour sur Instagram. Ok, t'es malade. J'étais vraiment, on était à fond dans ça. J'avais peut-être 16 ans, j'ai 22. J'avais 6 ans, j'avais 16 ans. Puis je foxais le school pour mettre des posts parce que je voulais faire des 25-30 $ par jour parce que c'était nice, comme vendre des promotions à ce prix-là. Donc là, j'ai lâché l'école parce que là, j'ai reçu un appel à ma mère que j'allais pas à l'école. Donc ils m'ont renvoyé de l'école. Ma mère m'a forcé à aller aux adultes. Puis là, j'avais appris aux adultes que tu n'as pas besoin vraiment d'aller à l'école. Ils te donnent un livre, puis tu te présentes 1 fois par semaine. J'allais à 1 cours par semaine. Juste pour pas me faire renvoyer, pour pas payer la petite taxe de 100 $. Puis tu bâtissais la page. Ouais. Mais là, après ça, quand j'ai commencé à monter, j'ai ouvert ma compagnie, puis tout ça, c'est là que ma mère, elle a supporté, puis elle m'a dit c'est correct. Mais juste au moins, continue. Prendre note que tu vas pas en prison si tu lâches l'école. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est ça. Mais toi, tu penses quoi justement de l'école en général? Ben, tu sais, moi, je veux dire, c'est sûr que j'ai un bias parce que comme j'aimais pas ça dès le début. Ouais. Je pense que l'école peut t'apprendre une certaine discipline puis une éthique de travail, which is good parce que, mettons, je regarde mon business partner, lui, il a fait son engineering, software engineer, sa bague, tout le kit. Okay, nice. Puis il l'a fait pendant qu'il bâtissait sa business avec moi. Fait que, tu sais, je l'ai vu rusher, mais par contre, il y a une méga éthique de travail. Right? Lui, il est capable de juste, il lock in, puis c'est peut-être la vivance aussi, là, mais comme il est capable de, he gets shit done. Versus, tu sais, t'en as que je vois pas ce genre d'éthique de travail-là. Fait que, tu sais, oui, ça t'apprend certaines choses, mais est-ce que c'est essentiel? C'est pas obligatoire. Non, man. Non, c'est sûr que non. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de monde ils sortent du business school puis ils pensent que ce qu'ils ont appris, ils vont être capables de mettre ça en pratique. Ouais. Mais la réalité, c'est que, mettons, live, on fait 3 millions par année, puis je vais aller de 3 à 10. Puis les choses que j'ai appris à l'école, mettons, en gestion, whatever, ben là, ça se met en pratique. Mais si tu essaies de te faire un conseil d'administration puis une structure ultra corporate, quand tu es une start-up, tu vas manger tes bas. Là. Ouais, ça c'est clair, Puis pour toi, c'est quoi la pire erreur qu'un entrepreneur peut faire au cours de sa carrière? Après, ça dépend des industries, mais si, par exemple, on parle dans ton type de domaine. Ou même pour nous, exemple, qui veut lancer notre académie. Notre académie en ligne. Ils mettent pas l'argent comme leur premier objectif. Genre, ils vont tout faire dans le business sauf faire du cash. C'est très mal vu d'être money hungry puis de mettre l'argent comme étant un objectif personnel, mettons, mais la réalité, c'est que si tu n'as pas de cash qui rentre dans ta compagnie, you can't pay your people. Tu ne peux pas engager du meilleur monde, tu ne peux pas grossir. Tu dois être ultra money focused parce que c'est ça qui va te permettre de ensuite penser à des choses plus big. Ah ouais. Hein? Mais si tu es tout le temps là à crever de faim puis à penser à ci puis ça, puis fuck, je serais pas capable de payer le loyer, ci puis ça, tu pourras jamais think bigger. Fait que shit. La pire erreur que le monde font, c'est qu'ils sont pas assez money obsessed puis ils pensent pas à faire rentrer du cash dans le compte. Ok, ouais. Find a way to make money predictably. Trouve une façon de faire rentrer l'argent de façon prédictible dans ta business. Puis après ça, focus sur d'autres affaires. Ok, ouais. C'est quoi, exemple, une fausse croyance que, on va dire, la plupart des entrepreneurs disent tu dois absolument faire ça pour réussir, mais que toi, tu trouves que c'est pas vrai. On va, exemple, boire une glace le matin à 4 h du matin. Gros, si tu savais ma routine matinale ici. Je serais curieux, ça, après. On peut en parler si tu veux. J'ai des opinions, mais une fausse croyance, c'est que tu dois maîtriser quelque chose de ultra bien avant de... Là, je vais me contredire par rapport à vendre son expertise en ligne, là, mais genre, mettons, dans une business, tu n'as pas besoin de tout ultra bien maîtriser pour genre avancer. Okay. Parce qu'éventuellement, tu peux acheter le temps de quelqu'un qui est meilleur que toi. C'est vrai. Mais souvent, le monde se met dans le piège de je veux bien comprendre et maîtriser telle affaire, puis ils finissent juste par le faire. Puis ils deviennent control freak à la place. Déléguer, je pense que c'est un des skills que toi, je pense que tu as le mieux appris aussi. Oui, mais ça prend du temps. Dans le sens qu'il faut que tu sois ultra à l'aise à lâcher prise, puis à permettre au monde de faire des erreurs. Puis souvent, le monde va dire oui, je suis full tolérant que le monde fasse des erreurs dans ma compagnie, mais la réalité, c'est que quand vient le temps qu'il y a un vrai fuck-up, que tu peux perdre 150 000 genre, cool, es-tu prêt à déléguer ça puis à laisser quelqu'un le faire à ta place ou pas? Right? Fait que c'est leur tolérance, their tolerance to failure est pas aussi élevée qu'ils le disent. Ok, je comprends. Puis ta routine matinale. Ouais, c'est ça. C'est important pour inspirer les jeunes entrepreneurs. Je vais inspirer les jeunes entrepreneurs. Écoute,
ou nos futurs Ma entrepreneurs? routine matinale se résume à je me réveille quand que ça me tente. J'ai parti une business pour pas devoir genre clock in. Ouais, exact. Exact, c'est ça que les gens doivent comprendre. Fait que je regarde plus l'heure à laquelle je me couche que l'heure à laquelle je me réveille. Je me couche vers 9-10 le soir. Des fois, je vais veiller plus tard. Si je finis de travailler plus tard, je me couche plus tard, mais normalement, j'essaie de me coucher vers 9-10. Je me réveille vers 6, 7, give or take. Je rentre quand ça me tente. Fait que je rentre au bureau vers 8, 9, give or take. Avant d'aller au bureau, si j'ai le temps puis si ça me tente, je me claque un workout. J'essaie de m'entraîner, mettons, 2, 3, 4 fois semaine. Je suis pas un bodybuilder, j'y vais pas religieusement. J'essaie juste de pas être gros puis genre pas en santé. J'ai déjà été fat puis j'ai déjà été vraiment en shape. Fait que j'essaie d'être entre les deux. OK. Puis, dude, de café, je mange pas le matin. Café, zine, je suis patché à journée longue. Puis, that's pretty much my routine. Ah ouais? Oh, je suis pas compliqué. Incroyable. I like to work. Genre, je vais au bureau puis je travaille. Là. Je me fais pas C'est quoi que chier. t'aimes le plus dans ce que tu fais? J'aime créer. Je pense que quand que j'ai une idée puis je suis capable de la mettre sur papier puis après ça, tout le reste du monde exécute avec moi puis que dans 3-4 semaines, il y a de quoi qui sort puis c'est exactement ce que je voulais. Ça me fait capoter. Puis j'aime le défi de tout le temps spotter des problèmes puis les régler puis trouver des solutions aux problèmes. OK. C'est vraiment cool. OK, ouais, nice. Puis j'aime le monde aussi, dude. Genre, je regarde un peu, mettons, notre team à l'interne puis notre culture. Au début, tu as un étranger qui embarque dans ta business, puis 6 mois après, c'est rendu qui est ami avec tel collègue. Puis toute notre team, on est super unis. Puis on sort au resto ensemble, on se jase. En même temps, t'es à l'aise avec tout le monde, puis ça se voit, là. Ouais, exact. Tout le monde se fait confiance. On est comme un peu une sports team. J'aime pas ça dire famille parce que c'est fucking cringe. Mais on est comme une sports team. Tu as un Jordan, puis tu as un Charles Barkley dans le même team. Puis le monde se pousse entre eux. Je tripe vraiment comment que toutes les gens, l'humain fonctionne. Je trouve ça cool. Nice. Puis au contraire, c'est quoi que t'aimes le moins dans ce que tu fais? L'hypocrisie, bro. Je trouve que trop de business owners sont prêts à juste vendre leur âme pour une pièce, mais ils vont pas en parler. Ils vont dire qu'ils feraient jamais ça, mais ils le font tout quand l'opportunité se présente. Puis surtout au Québec, là, je trouve que le monde sont très fake. Ah ouais? Tu peux nommer des noms si tu veux. Je nommerai pas de nom. Ceux qui écoutent, ils vont le savoir. Ouais. Mais Curieux, c'est très malade. curieux. il y a un manque de genuine. C'est il essaie trop de flasher, puis il y a trop une game d'apparence, puis ça me gosse. OK. Parce qu'à la fin de la journée, dude, moi, je suis à l'aise, j'embarque sur un podcast, je le dis quand que ça va bien, quand que ça va pas bien. Si je suis 300 000 dans le trou, j'en parle. Exact. Je pense que si le monde était plus authentique, je pense que tout le monde avancerait plus loin, puis tout le monde est trop sur la défensive. Genre. C'est vrai. Tout le monde est genre, lui, il va prendre une part de mon marché. So what, bro? Le marché il est gros. Let's work together au lieu que tu maïsses. Moi, j'haïs personne. Puis il y a des personnes au Québec que tu admires beaucoup dans l'entrepreneuriat? Luc Poirier. Poirier est cool, mais genre il me rejoint pas parce que comme je suis pas en immobilier. Genre, tu sais, comme t'as plein de business owners immobiliers que c'est ça leur business. Puis je trouve que Marc Dutil, il est cool, bro. C'est le propriétaire du groupe Canam. Ils font une coupe de milliards par année. Okay. Une coupe de milliards par année? Ouais. C'est une compagnie québécoise qui a été rachetée par des Américains pendant une couple d'années, puis ils ont racheté the same business une couple d'années après avec la FTQ qui a financé, puis la Banque Desjardins qui a financé. Puis il est cool, bro. C'est un bon PDG, puis c'est resté une business familiale, mais ils ont genre 15 000 employés, ou je sais pas combien d'employés ils ont. Je pense qu'ils ont 8 000, je me souviens plus. Mais ils font plusieurs milliards par année. Puis eux, une façon qu'ils ont grossi leur business, c'est grâce à la croissance par acquisition. OK. Fait que ça te rejoint un peu. Ouais, je trouvais ça cool comment ils ont fait ça. Puis il a fondé l'école d'entrepreneurship de Beauce, fait que ça, je trouvais ça cool aussi. Mettons, si tu me demandes entrepreneur du Québec, lequel que je trouve nice, ça serait ce gars-là, il est cool. Okay. Sinon, des business owners in general, Rupert Murdoch, il est cool, man. OK, je connais. C'est le fondateur de News Corp. Là. La série Succession est basée sur lui. Ah ouais? Ah, vraiment, c'était un personnage exécrable. C'est une personne horrible, apparemment. Il était tough. He was harsh in business. Puis ça, je trouve ça cool. Pas facile de travailler avec lui. Hein? Non, apparemment, il était vraiment chiant. Puis là, aucun rapport avec la business, mais le fait que tu gagnes beaucoup d'argent, est-ce que c'est plus facile avec les femmes dans la vie? Mais moi, j'ai ma blonde. OK.
Legit, c'est ma femme, là, dans le sens que comme c'est la femme, je vais avoir mes enfants avec elle, puis tout ça. Là, moi, elle m'a connu pauvre. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ouais, ça va faire 4 ans en juin. Là, fait que, elle m'a connu quand j'étais 300 000 $ dans le trou. Ça, c'est l'histoire qu'on veut tous. Ouais, pour elle. Puis elle m'a supporté tout le long. Puis, ouais, même Comment tu l'as connu? On l'a engagé. Ah ouais? J'ai manqué. Comment tu dis ça? Tu sais, la règle, là, don't fuck the payroll. Je l'ai vraiment pas respecté. Ouais. C'est-tu un conseil que tu donnerais aux autres? Ou? Ouais, c'est pas bon de s'embarquer. C'est pas bon. Nous autres, on est un cas spécial où j'ai été chanceux de tomber sur quelqu'un d'hyper intelligente qui avait de la drive. C'est elle qui dirige notre département marketing. Okay. Puis, tu sais, comme dans le business, on fait vraiment attention de comme pas être apparent. Ouais. Le monde savent qu'on est en couple, mais on n'est pas apparent. Puis c'est pas moi qui la gère. Mettons, c'est ma directrice des opérations qui est sa direct report. Genre. Fait que même si she reports to me, parce que c'est la directrice marketing, toutes les évaluations de performance, tout le kit, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Je peux rien faire, dans le fond. Nice. Pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts ou que le monde ait des préjugés ou whatever. Parce que la dernière chose que je veux non plus, c'est y enlever sa carrière. Mettons, si tu grossis dans une business puis tu passes de account manager à directeur ou VP de quelque chose, puis que le monde, tout ce qu'ils disent, c'est c'est sûr, être avec le boss, ce serait vraiment poche. Fait que je me suis vraiment distancé de toutes ces décisions-là. Fait que si elle monte, c'est parce que mon partner a décidé, puis maintenant, là, c'est plus mon partner qui gère, c'est ma directrice d'opération. OK, nice. Fait que, mais non, je le recommande fucking pas. C'est vraiment pas une bonne idée. Nous autres, c'est juste, I guess, c'est un cas spécial. Ouais, ça a fonctionné. Ça fait partie des exceptions, ça, c'est à préciser. Là. Ouais, fait que nous autres, ça a cliqué, mais je connais beaucoup de cas que. Ouais, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Est-ce que t'es quelqu'un de spirituel dans la vie? Ou religieux? Ou... Non, non? Tu crois pas en non, Dieu, ça? Genre. J'ai eu des clients là-dedans, j'ai jamais cru. Tu sais, mettons, le monde qui vend des formations de spiritualité puis tout ça, ça a vraiment blow up pendant la COVID parce que le monde se cherchait. Parce que quand tu es confiné chez vous pendant 1 an, tu dois virer fou un peu. Là. Mais pas tant, non. Non, hein? Je sais pas. Jamais ça ne va pas te chercher. Non, vraiment pas, man. Je trouve que. Surtout le monde qui vend des formations de ça, genre comme. Ça, c'est vrai que ça Je trouve que c'est un fucking scam, genre comme. Vendre des formations de spiritualité, c'est vrai que tu vas loin un peu. C'est good for you if it works for you, mais moi, peut-être que je suis trop cartésien. T'es québécois à 100%? Ouais, du côté de ma mère. Puis du côté de mon père, lui, il est anglophone d'Alberta. OK. Il a migré ici pendant ses études. OK, nice. Puis de là que tu parles bien anglais, parce que je vois que tu as un accent vraiment... Ouais, genre toute la famille du côté de mon père, c'était des anglophones d'Alberta. J'ai grandi dans un household que comme mon père me parlait tout le temps anglais, puis ma mère me parlait tout le temps français, fait que j'étais doublement stimulé. C'est venu directement, là. Ouais. That's it. Puis, dernière question, Charles. Parle-moi, Big. Pour ma part, si tu avais un conseil à donner, OK, pour les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on est comme dans une vague un petit peu plus entrepreneuriale, j'ai l'impression, surtout avec les réseaux sociaux, etc. Puis les jeunes, ils commencent à réaliser, tout comme lui, que peut-être l'école, c'est pas nécessairement la solution. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour être sûr de bien se lancer, principalement, mettons, en 2025, au jour d'aujourd'hui? Première affaire, c'est qu'il faut que tu te rappelles que nothing matters. Genre, le stress que tu vis live, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas déjà l'avoir oublié. Puis les jugements des autres, ils vont plus s'en rappeler. Fait que si tu hésites de te partir une business, de demander à une girl de sortir au resto avec toi, ou si tu hésites d'aller dans un chemin de carrière complètement différent à cause que quelqu'un d'autre va venir te juger ou whatever, fais-le pareil parce que tout le monde va oublier ça anyways dans une couple d'années. Nothing matters. Fait que numéro 1, ça. De 2, en business, tu ne pourras jamais accomplir quoi que ce soit si tu es tout seul. Il faut fucking que tu t'entoures bien. La raison pourquoi j'ai réussi, pourquoi je fais de l'argent maintenant, c'est à cause que je me suis vraiment bien entouré de gens de confiance qui ont une expertise qui était complémentaire à la mienne. Fait que, trouve ton cercle, puis aussi, aie pas peur de couper du monde de ton cercle. T'sais, moi, j'avais un cercle au début, puis à un moment donné, j'ai évolué, mais le monde dans mon cercle, ils n'ont pas évolué. So what happens? Je trouve d'autres gens. And then you just keep going. Puis à un moment donné, tu sais, faut pas que tu aies trop cet attachement-là. Puis finalement, dernière affaire, je te dirais, ce serait... je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment bon. Je pense. Peut-être que aussi, c'était pas bon. Tout ce que je dis, peut-être que le monde sont genre, ta gueule, c'était... C'est ça. On va garder ça. On va regarder les deux. Voilà.
Moi, j'ai 2 petites questions pour toi. Vas-y. Premièrement, si aujourd'hui, exemple, tu devais recommencer à zéro, avec les connaissances que tu as, puis tu as 1 000 $ en poche pour investir dans peu importe le projet, tu te lances dans quoi? Genre, j'ai juste 1000 $, j'ai pas de Ouais. char, pas de salaire, rien. Exact. Oui, tu as une voiture. J'ai une voiture qui Ouais. Crypto-monnaie. J'ai un sel. Ouais, tu as un seul aussi. Cool. Je mets tout le 1000 $ dans le fart coin. C'est genre- Je savais qu'elle allait dire un truc comme Tu ça. prends au sérieux? il a dit crypto. Bro. Avec le 1000 $, je pense que je suis poche, mais je pense que je me repartirais juste exactement avec les mêmes connaissances, je me repartirais exactement la même business que j'ai live. Puis après ça, direct, quand que j'ai peut-être 500 000, 1 million en banque, je m'achète direct une business. OK. Puis je fais juste acheter des business. That's it. Puis ma dernière question, c'est une question que j'adore poser. Puis que Omar aussi aime bien que je pose la question. C'est quoi ton meilleur mois depuis ta naissance, là, ton meilleur mois financier? Mon meilleur mois financier, Dans tes poches. dans mes poches. Ouais. Et ouais, lui, c'est comme. Exact. Il veut rentrer dans les détails un petit peu. Je pense que ça a été Q1 2024. Je pense Q1 ou Q2. On a tapé le 300 en un mois. Puis aussi, c'était dans le temps qu'on n'avait pas autant d'employés. OK. Parce qu'on venait de hit big avec genre des gros mandats puis des business qui avaient levé en rev share. Fait que, ouais, d'après moi, c'est comme janvier, février, mars, avril ou mai. Un de ces mois-là, je me souviens plus exactement, mais on avait tapé le 300 puis on en avait pocket beaucoup. Félicitations. Les 6 mois d'après, par contre, c'était différent parce qu'on a engagé fucking de monde. Ah ouais, hein? Ouais. Mais that's it, c'est un bon début. Thanks, man. Un très bon début. Charles Lackman, merci Ouais, beaucoup. ben, merci de m'avoir reçu, c'était vraiment nice. Merci à toi. T'as-tu fait beaucoup de podcasts avant ou? Ouais, une coupe, mais c'est cool. J'avais juste l'impression qu'on chillait dans le salon puis qu'on Ouais, se c'est jasait. ça, plus naturel. Non, mais ça, parce c'est que je te mes voyais podcasts super à l'aise, genre, comme si. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aimé Genre. naturel, c'est fluide. Non, mais Showtime. c'est bon, man. Merci beaucoup de. Merci de m'avoir reçu, les boys. Présenté, man. C'est bon, man. Sinon, toi, c'est où qu'on peut te recevoir, t'avoir sur les réseaux sociaux? Allez me follow sur IG. J'ai besoin de followers. Donc, c'est Charles Hackman, the one and only. Fait que, One and vous pouvez only. me follow sur IG. Puis sûrement on va sûrement sortir du contenu YouTube. Là, Ah, c'est bon, ça. That's it, même that's it, affaire, that's Charles it. Hackman sur YouTube. So, guys, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. C'est ça? Exact. That's right. Parce qu'à chaque fois, je l'oublie, ce genre de petits détails. Mais oui, fait que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. On va s'arranger pour que Sambou il puisse harceler Charles un petit peu par téléphone. Donc, merci à tous et That's it. ciao. À la prochaine. Ciao, ciao.